Salut, salut! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois avec un nouveau format. Alors ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ce genre de format, qui serait plus des analyses en fait, des faction focus sur différentes armées. Alors déjà je vais présenter notre invité. Voilà, donc Clément qui est joueur Skaven. Absolument, Voilà, donc tu joues Skaven depuis maintenant un petit moment, de c'est en V1 ça. déjà. Et donc tu as été gentiment EP avec l'apparition de ton BT. Ouais, Donc voilà, donc cette vidéo, alors comment ça va se présenter? On va essayer d'aborder différents aspects du Battle Tom. Donc le but, ça va être vraiment que ça soit accessible pour tout le monde. Donc aussi bien pour des joueurs qui ne savent pas trop sur quelle armée se lancer, qui seraient attirés par les Skaven, savoir comment ça se joue un petit peu, même donc, d'un point de vue de l'histoire, quelle est leur histoire, etc. Du coup aussi pour les joueurs un peu plus narratif, qu'est-ce qui est bon à acheter, quels sont les avantages, qu'est-ce qui vaut absolument pas le coup, etc. Aussi d'un point de vue peinture, parce qu'il y a des vieilles références dans cette gamme, des trucs bon, qui sont assez chers, des trucs qui n'ont pas été réédités en métal, etc. Donc voilà, on va aborder aussi dans une dernière partie l'aspect plus compète, puisque comme vous le savez très certainement, les Skaven, alors c'était extrêmement fort, on va dire que c'était vraiment top tier, top méta il y a quelques mois. maintenant c'est un peu moins fort, mais ça reste quand même une très bonne armée en termes de compétition, les Skaven, faut pas se leurrer. Voilà, voilà, et enfin on va essayer de vous proposer quelques idées de pistes de liste qui pourraient être intéressantes si vous avez envie de pousser un petit peu plus, soit sur le plan narratif, soit sur le plan de la compète. Donc on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, donc avec la première partie. On va vous présenter un petit peu l'armée, on va dire dans les très grandes lignes. Voilà, en gros qui sont les Skaven, ce qu'ils représentent et comment ils sont organisés. Donc Clément, je te laisse la parole. D'accord, donc pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'univers de Age of Sigmar, il faut savoir que les Skaven, c'est une race d'hommes rats qui fait partie du chaos et qui ont pour objectif de détruire absolument la totalité des royaumes mortels. Donc ça se traduit par quoi? Donc ces Skaven, c'est une race qui sont extrêmement nombreux, c'est des rats qui sont extrêmement intelligents, qui sont divisés en plusieurs clans, avec chacun leur spécialité, et donc ça se traduit sur la table aussi. Ça permet d'avoir une armée qui a une très grande amplitude en termes de choix et de possibilités de jeu. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc c'est une armée de horde, mais qui permet aussi de faire un peu d'élite, même si on en voit un peu moins. C'est une possibilité. Voilà, et vous avez quand même hérité de quelques personnages nommés, très intéressants. C'est ça, on a deux personnages nommés officiels qui sont Tankol et le Vermin King, même s'il y a certains personnages nommés de Battle qui ont encore leur figurine, même qui sont maintenant décédés, on peut quand même les jouer. Leurs modèles sont là. Par exemple, je pense à Ikit la Griffe, qui est aujourd'hui un Arch Warlock, Hmm. ou à Quick Taker, qui est devenu tout simplement un chef de guerre Skaven classique. Donc si vous voulez commencer Skaven, qu'est-ce qui est bien dans l'armée et qu'est-ce qui est pas bien? Donc on va voir un peu les points positifs de l'armée de manière générale en termes de hobby, et les points négatifs, ce qui peut rebuter certaines personnes. Donc en point positif, comme je l'ai abordé tout à l'heure, Skaven c'est une armée qui donne beaucoup le choix aux joueurs. Vous pouvez partir tir, vous pouvez partir mêlée, vous pouvez jouer des gros monstres, de l'artillerie, vous pouvez jouer de la horde, beaucoup de horde. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dans les Skaven, c'est que en jouant une seule armée, on a quand même le choix, ce qui n'est pas le cas de toutes les factions. Donc ça, c'est un point qui est notable. En deuxième point, c'est de manière générale, en termes de gameplay, même si le Skaven c'est très large, on fait souvent très mal. Et donc si vous aimez bien faire mal, c'est une armée qui peut vous attirer. Voilà. Alors après, faut être méfiant en Skaven parce que si vous n'aimez pas la horde, l'armée elle va vous rebuter parce que vous allez tout de suite vous retrouver à peindre 60-80 figues minimum pour pouvoir commencer à jouer l'armée, même si vous jouez de l'élite. Donc ça c'est un point à prendre en compte. Et si vous débutez en Skaven, que vous n'avez vraiment pas de figues, vous allez avoir du mal à construire certaines unités ou même à récupérer certaines entrées. Il y a des entrées qui sont en métal et qui sont très coûteuses. Je pense aux acolytes, qui est une arme, qui est une unité de horde, donc de 30 figurines, où vous allez vous retrouver avec une figurine qui coûte 12 € pièce. Donc ça va vous demander de la conversion. Il y a des ailes qui sont en résine, donc c'est pas forcément du plastique. Quand vous débutez dans le hobby, c'est pas un matériel qui est forcément évident à travailler. Je pense aussi, toujours dans le clan Scryer, à l'Arch Warlock, qui est une très belle figurine en métal. C'est aussi une grosse purge à monter. Moi, j'ai mis quasiment un après-midi entier à monter Ikit la Griffe en coupant partout. À mettre de la green stuff, c'était une horreur, un vrai carnage. Ouais, Une fois qu'il est monté, il est très beau, hein, mais il faut le monter. ouais, ça on voit quand même que globalement Games au niveau enfin on voit sur l'évolution dans le temps, le métal, la résine, ils ont fait un peu de finecast en vendant ça comme une sorte d'entre-deux, mais on voit quand même que ce qu'ils font maintenant au niveau du plastique par rapport à tout ça, et même par rapport au plastique d'il y a 5-10 ans, c'est juste hallucinant quoi. En termes de peinture, si vous êtes, voilà, si la peinture c'est un truc qui est important
Pour vous, déjà, forcément, Skaven, vous allez en manger, et donc voilà, ça va être affreux si vous devez peindre 60 pièces en métal qui pètent de partout, que vous aimez pas le vernis, etc. Effectivement, ça risque d'être un petit peu délicat. Donc voilà, retenez bien ça. Vous allez peindre beaucoup de figurines et des fois elles vont dater de la V4, de la V6. Donc ça à prendre en compte. C'est quelle époque à peu près ça? Ce battle, ça va la V4, ça va être début des années 2010, 2006 peut-être. Ok. Enfin voilà, c'est des figurines qui vont peut-être avoir 10, 20 ans. Très bien. Et donc concrètement, au niveau de ce que tu conseilles en termes d'achat, j'imagine que c'est assez dépendant des clans que tu vas jouer évidemment, mais qu'est-ce qui est, on va dire, bien de façon générale, qu'est-ce qui est très ponctuellement utile, etc. Je pense que tu vas pouvoir nous aiguiller un petit peu sur tout ça. Donc en Skaven, quand on démarre de rien et qu'on démarre aujourd'hui, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. On va tout d'abord aborder la start collecting, Skaven, qui est très intéressant. Parce que même si quand on regarde la boîte, c'est uniquement du clan pestilent, il faut savoir que le modèle du creuset de la peste ainsi que la catapulte à peste permettent aussi de monter une cloche hurlante et un canon malfout du clan Scryer. Donc on est en face d'un start collecting qui permet quand même de partir Sur de bonnes bases. généraliste, voilà, généraliste sur son Skaven. Si vous commencez l'armée maintenant, la Battle Force est très intéressante et est encore en cours et possible d'achat, il y a encore du stock. Tu peux nous décrire un peu ce qu'il y a dedans parce que moi j'ai pas forcément tout en tête. Donc dans la Start Collecting, il y a des moines de la peste, un creuset slash cloche plus une catapulte slash canon à malfoudre. En sachant que si vous montez le creuset, vous pouvez monter le prophète gris à pied. Si vous montez la cloche, vous pouvez monter le moine, le prêtre de la peste du creuset à pied. Donc vous avez un héros en plus en fonction de ce que vous montez. Dans la Battle Force, vous allez avoir un peu tout. En Skaven, c'est ça qui est bien. Si vous avez un Vermin Lord, vous avez aussi des rats des clans, des moines de la peste, et toujours un cloche slash creuset et une catapulte slash canon malfoudre, avec la possibilité de mettre à pied le héros que vous n'avez pas monté. Donc c'est très intéressant. Voilà, il va falloir qu'on vienne un petit peu aussi sur tout ce que représentent ces entrées-là, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de noms à prendre voilà, à avoir en tête. Donc on va venir un petit peu détailler toutes ces entrées qui sont de manière générale assez intéressantes à prendre en Skaven. Et en termes de points, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça représente? Parce qu'il faut savoir que AOS se joue principalement, on va dire, de format officiel en 2000 points. Donc il y a Meeting Engagement qui a été ajouté, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 6-8 mois, qui permet aussi de jouer à 1000 points. Est-ce que tu peux nous dire en termes de points ce que ça représente une boîte comme le Startco actuel à peu près ou la Battle Force actuelle? Ça donne un petit peu une idée de ce qu'il va falloir investir pour compléter éventuellement cette boîte de base qu'on pourra se procurer. Avec une Battle Force, vous avez quasiment 1000 points. Alors pour remplir vos conditions de ligne dans une partie organisée, il faudra reprendre des boîtes d'or à des clans ou des moines de la peste en fonction si vous partez au clan ou pas. Mais si vous restez dans une optique généraliste du Skaven, qui est pour moi l'optique la plus intéressante, vous allez avoir cherché à prendre des boîtes d'or à des clans afin d'avoir 3 fois 20 à des clans pour faire vos lignes. Mais si vous jouez à 1000, 2 fois 20 à des clans, c'est suffisant pour remplir les conditions de Battle Line. Ok, donc aujourd'hui, la Battle Force, si je ne me trompe pas, elle doit être à 140 €, quelque chose comme ça. Et avec ça, tu as quasiment ton armée à 1000 points pour jouer, pour commencer à jouer l'armée. Ok, donc c'est vachement plus intéressant parce que juste si on revient un petit peu sur les prix au détail, un Vermin Lord, je pense que tu as la boîte là. C'est ça, un Vermin Lord. Donc un Vermin Lord qui permet de monter 4 figurines différentes. C'est ça, un Corruptor par exemple. Il me semble que la boîte est à 200 à 80. 300 points pour 70 €. C'est ça. Donc là, on dirait que vous avez 1000 points pour le double. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant financièrement. Je pense que les cloches, si elles se vendent en individuel, ça doit être à peu près le même ordre de prix. 50 € la cloche. Ouais. C'est ça. Donc vous voyez que pour 20 € de plus, vous avez 600 points de plus. Là où vous en avez, vous avez 400 points pour environ une centaine d'euros. Donc c'est des boîtes qui sont hyper intéressantes. Voilà, je pense qu'en termes de course, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Si, bien sûr. Alors en fait, si vous voulez vous en sortir pour 200 € et commencer à 1000 points Skaven, alors à peu près 200 €, vous pouvez prendre soit la Battle Force et des rats des clans, soit aller chercher 2 Start Collecting et toujours des rats des clans pour compléter un peu vos conditions de Battle Line. C'est pour moi les solutions les plus économiques. Alors si vous êtes chanceux, si jamais vous avez des boîtes qui traînent, ou si vous trouvez sur eBay l'Empire Charognard, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Pour commencer en clan Scryer, alors c'est un peu plus, on va dire, spécifique qu'une Start Collecting ou une Battle Force, mais ça quand même permet de commencer à moindre coût une armée Skaven. Ouais, donc pour placer un petit peu les choses, on va revenir un petit peu plus dans le détail, mais là on vous parle de clan. Il faut savoir que le clan Scryer, c'est quelque chose qui va être orienté sur le tir. C'est ça. Voilà, on n'a pas parlé du clan Moulder, bon, on y reviendra un petit peu. Pestilent, vous en avez entendu parler, c'est tout ce qui va être affilié de plus ou moins près à Nurgle. Donc c'est des pestiférés, tout simplement. Vous avez le clan Eshin, qui est des sortes de petits
coureurs d'égout, etc. C'est des Très- ninjas. C'est ça, en furtif. Donc on va vous parler un petit peu maintenant des différents clans un petit peu plus dans le détail, donc que ça soit comment ça peut se jouer au niveau narratif, leur fluff, etc. Par lequel tu souhaites commencer? Je pense qu'on va commencer par le clan Scryer, qui est aujourd'hui le clan on va dire, qui est le plus connu avec le clan Pestilent grâce aux nouvelles sorties. On a eu la Stormfiend, on a eu l'Empire Charognard, donc ont vraiment mis le clan Scryer, Très en avant, ouais. c'est ça. Donc le clan Scryer, ça va être la partie scientifique des Skaven. Donc c'est un peu, ça va dire, ils mettraient de la Malpierre un peu comme nous on mettrait de l'arme nucléaire. Donc ça va se traduire sur la table par des grosses armes de siège, comme le canon Malfoudre ou la Doomwheel. Mais on va avoir aussi une armée qui tire beaucoup. Donc on va avoir les Jedi qui sont des snipers, les acolytes qui permettent de tirer en masse et de déchirer l'armure de l'adversaire. On va avoir aussi des ingénieurs qui font de la mortelle et qui peuvent tirer avec la Doom Rocket, donc qui est finalement un gros lance-roquette sur les ennemis. Donc la qualité du clan Scryer, ça va être de tirer fort, de tirer loin, et de pouvoir donc avoir le choix entre tirer de manière sécurisée ou surcharger, et donc de prendre un risque pour avoir une grande récompense. C'est Donc, ça, la surcharge, ça se traduit par vous faites plus mal, mais si vous ratez votre jet, vous explosez. comme le nucléaire, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, bon, en termes de jeu, bah, il faut dire que c'est assez drôle. C'est très drôle le clan Scryer. Vous allez Ça peut jouer, être terriblement létal, quoi. Voilà, C'est ça. c'est vous allez jouer de l'artillerie, des acolytes et des Stormfiend. Donc vous allez avoir une grosse armée avec soit focalisé Horde si vous jouez les acolytes, soit focalisé Elite si vous jouez les Stormfiend, qui sont les deux choix de battle line quand vous jouez uniquement le clan Scryer. Donc ça va permettre en fait d'avoir une armée qui tire beaucoup, qui tire fort et vite. Et donc vous allez pouvoir jouer des entrées comme la Doomwheel ou le canon Malfoudre, qui sont des armes de guerre très menaçantes. Donc si vous voulez jouer de la Horde, du tir, ainsi que des pièces d'artillerie, le clan Scryer, ça sera le clan qu'il faudra jouer. Et Tankol aussi. Tankol, ouais, mais avec Tankol, ça reste Master Clan quand même, on peut le jouer partout. Ok, c'est un héros quand même qui est quand même tagué, Ouais. Scryer aussi, c'est Oui, ça? c'est parce qu'il est monté Ok. sur un gros Stormfield, donc ouais, il est tagué Scryer. D'accord. Donc après, on a le clan Moulder, qui va être le clan de l'infanterie monstrueuse. Vous allez pouvoir jouer des Rogres, des abominations de la fosse. Et toutes ces unités-là vont être boostées par votre maître Moulder. Donc en fait, le clan Moulder, ça va être un clan qui va jouer beaucoup par aura. Vous allez voir vos différents Packmaster et maître Moulder qui vont pouvoir augmenter l'efficacité de vos bêtes de combat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le clan Moulder, il possède sa propre équivalence aura des clans avec les rats géants, qui sont un peu l'alternative, donc qui permettent d'avoir un bon écran pour protéger vos abominations de la fosse et vos rats ogres qui restent malgré tout très fragiles. Et tu as quoi comme possibilité de ligne, par exemple, en clan Moulder? En clan Moulder, tu vas jouer en ligne des rats géants et des rats ogres. D'accord. Donc il n'y a pas de problème de ligne parce qu'on la complète en faisant l'armée. Donc c'est quand même vachement plus élitiste, entre guillemets, que ce qu'on peut retrouver sur le reste des Skaven. C'est ça. Pas forcément des armées à 200 filles, quoi. Non, ça va être des armées plutôt, on va être à 30-40 figues parce que vous jouez des rats géants pour protéger vos monstres. Mais on a très peu de figues en comparaison avec d'autres clans en clan Moulder. C'est ça. Donc en fait là un petit peu peut-être en termes d'histoire, ça va être des mecs qui vont fouetter des gros rats un peu couillons pour partir au combat. C'est ça. Et s'ils sont l'un sans l'autre, c'est terminé, quoi. Ah, si le maître Moulder est pas là, vous allez avoir le bravoure divisé par 2. Vous allez perdre votre bonus à la touche. Le maître Moulder donne plus 1 à la touche au monstre Moulder, c'est ça qui les rend très fort. Et finalement, la seule unité qui va être indépendante de ce bonus, ça va être l'abomination de la fosse. La fosse. Le reste de l'armée a besoin vraiment des maîtres Moulder pour être efficace. C'est ça. Bon, donc c'est assez. C'est un style d'armée qui est quand même assez drôle et assez atypique, en tout cas en Skaven. Ça ressemble absolument pas à ce qu'on peut avoir l'habitude de jouer. C'est une grosse armée lente qui fait très mal le clan Moulder. Voilà. Mais une armée d'élite en Skaven. Ouais, c'est ça. Sympathique. On peut peut-être passer au clan Pestilent. Ah, le clan Pestilent. Alors moi je connais bien le clan Pestilent parce que c'est comme ça que j'ai commencé Age of Sigmar, à l'époque où les Skaven avaient un battle tome, on va dire, par clan. Donc on avait la possibilité de jouer soit le Pestilent, soit Scryer, soit jouer Grande Régence Chaos. Donc en Pestilent, ça se traduit par quoi? Si vous avez des hordes et des hordes et des hordes de moines de la peste qui vont courir sur l'adversaire pour saturer un maximum et détruire absolument tout ce qui touche. Saturer avec quand même de la pénétration d'armure, bref. Ça finit par envoyer, quoi. C'est ça. Mais, même si depuis la dernière fois qu'on a perdu notre capacité de faire de l'arène avec des moines de la peste, vous pouvez jouer des portes encensoirs qui eux ont de l'arène et qui vont être boostés par la présence des moines de la peste sur la table. Donc c'est une possibilité.
Pour vous donner une petite idée, désolé, pour vous donner une petite idée quand même de ce dont étaient capables les moines de la peste il n'y a pas si longtemps que ça, faut savoir que, donc, comme je vous ai dit, une armée c'est 2000 points. Les moines de la peste, un certain temps, un temps révolu, étaient à 7 points la figurine. C'est ça. Et pouvaient potentiellement monter sans trop de difficultés à 7 attaques par figurine. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc en fait, si on résume un petit peu, vous avez des figurines qui font une attaque par point. Donc pour vous donner un petit peu les raisons de ce genre de nerfs, si on prend l'équivalent par exemple, c'est pas des attaques qui sont ridicules, hein, donc il y avait parfois de la reine -1, parfois pas de reine, dégâts 1 ou dégâts 2. Et les Skaven étant boostés par le fait d'être nombreux dans une unité, on avait des bons scores de touche quand même avec les moines de la peste. Donc si on remet un petit peu ça en comparaison avec d'autres figurines, je vous laisse imaginer ce que pourraient faire des figues à 100 points, etc. Évidemment, ils n'ont pas 100 attaques. Non. Donc voilà, donc ils se sont rigolo. pris 2 nerfs coup sur coup. Si je me trompe pas, c'est passé de 280 à 320. On est passé de 240 à 280. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc C'est honnête. Hein. Donc vous étiez à moins d'un point par attaque. Non, mais moi je trouve ça honnête. Tout à fait, parfait. Et donc du coup, maintenant ça a été nerfé. On peut les jouer avec des bâtons, mais c'est devenu significativement moins bon. Et on va plutôt avoir tendance à les jouer en double lame. Bref, je m'étends un petit peu sur ça. On va peut-être pouvoir passer sur le reste des entrées du BT, Ouais, parce que c'est pas... Pour revenir en Pestilent, en fait, c'est une grosse armée de hooligans. Si vous jouez de manière fleuve, vous allez avoir des gros pavés de moines de la peste protégés par des pavés de portants de censeur. Vous allez avancer tout droit, déchirer l'ennemi, et si jamais il reste quelqu'un, vous allez utiliser la magie en arrière-ligne que vous avez sur vos héros, comme le Vermine Lord ou les prières du Creuset, afin de tuer ce qui reste. C'est ça. C'est de la horde, mais de corps à corps exclusivement, le clan Pestilent. Voilà, c'est très 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 létal. Et petite particularité, ça peut aussi se jouer en Nurgle. C'est ça. Donc, et c'est même très fort en Nurgle. C'est ce que tu avais fait dans ton rapport de bataille, il me semble, contre les Skaven Pestilents, tu avais joué un Vermine Lord Corruptor, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc ça, vu que c'est un démon, ça reste un très bon sorcier en Nurgle, le Vermine Lord Corruptor. Mais les moines de la peste, ils sont bons en Nurgle, enfin. Donc, ils sont bons tout court en fait. Ils sont bons sur le War Scroll, donc c'est réglé. Ils sont bons, jouer des moines de la peste partout. Ne jouez pas ça. Donc ensuite, en clan, on va avoir le clan Eshin, qui est un clan de ninja et qui va baser son gameplay beaucoup sur des tricks de mouvement. Vous allez pouvoir, avec les coureurs nocturnes, vous déployer à la fin de la phase de mouvement du tour 1 sur les bords de table. Vous allez pouvoir, avec vos coureurs nocturnes, donc, faire un mouvement d'avant-garde, donc se déplacer avant le début de la partie pour pouvoir avoir un peu plus d'amplitude. Donc ça va être vos 2 unités d'infanterie qui sont aussi vos 2 unités de ligne. C'est vos coureurs d'égout qui arrivent sur les bords de table, vos coureurs nocturnes qui avancent afin de prendre un peu plus d'espace avant le début de la partie. Je rebondis un petit peu sur le mouvement avant le début de partie, ça paraît anodin. Il faut juste savoir que sur Age of Sigmar, en tout cas sur le format 2000 points, il y a beaucoup de déploiements qui sont faits pour qu'on ne puisse pas prendre le contrôle d'un objectif au déploiement. Et ça se joue à 1,5 pouce, c'est volontaire de la part de Games. Donc quand vous avez ce genre de mouvement qui est autorisé avant on va dire le début de la partie, c'est extrêmement fort pour une raison toute simple, c'est qu'à partir du moment où on contrôle les objectifs à la fin de notre tour, vous avancez. Donc potentiellement, ça empêche l'adversaire de partir en FEP. C'est ça. Si vous prenez le contrôle de l'objectif, de toute façon, tout va bien. Et si vous n'en prenez pas le contrôle, il y a certains scénarios où l'adversaire marque plus de points s'il a repris l'objectif. Donc c'est extrêmement fort. Je crois qu'il y a qu'en Séraphon, peut-être qu'on a le droit de faire ça avec la Shadow Strike. Il n'y a pas énormément Non, il y a peu d'armées qui peuvent le faire. Généralement, ça va être des effets de bataillon. Les ogres peuvent le faire avec un bataillon Earthball, je suis pas sûr, hein, mais ouais, il y a un bataillon ogre qui permet de faire ce même mouvement d'avant-garde. Les Stormquast Vanguard peuvent le faire aussi, je suis pas sûr, mais voilà, c'est un effet qui est assez peu présent dans AOS, à la différence de 40K. Donc c'est vraiment un effet qui peut être intéressant sur certains scénarios. Donc en plus d'avoir des unités de ligne qui vous permettent de faire un peu des tricks de mouvement, d'être partout sur la table, de pouvoir tirer avec des shurikens, vous avez des héros qui sont spécialisés dans l'assassinat des héros adverses. Donc vous avez le Vermine Lord des Savers qui peut se téléporter avec un sort qui se lance à 6, vous arrivez à 6 de l'ennemi. C'est ça. Donc c'est une faible particulière. C'est ça, pour resituer un petit peu globalement les faibles sur Age of Sigmar, c'est presque tout le temps 9. Donc il y a lui qui permet de faire un 6, il y a un bataillon qui, on verra peut-être plus bientôt, qui permet de faire un 3. Bref, en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement fort, parce qu'une charge à 6, ça se passe beaucoup plus facilement qu'une charge à 9. Et avoir un Vermine Lord à 6 de votre héros, vous rigolez pas. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Hein. En plus, il fait très mal que t'apparaît de -3. Il peut vraiment arriver sur un héros, que ce soit un BM ou pas, et complètement l'exterminer. Et vous allez avoir la deuxième entrée en QG. Donc c'est l'assassin Skaven. En QG. En QG, en héros, pardon. D'accord.
Donc la deuxième entrée en héros, ça va être l'assassin Skaven, qui lui va sortir, va se cacher dans une unité, va en sortir quand vous avez décidé de le faire sortir, et va pouvoir attaquer n'importe qui. Enfin, ça permet un peu d'avoir un héros qui est là, qui est pas sur la table, et qui va sortir en effet de surprise au moment propice. Donc en dernier clan, on va avoir le clan Verminus, qui va être le clan militaire des Skaven. Vous allez avoir la possibilité de jouer des rats des clans pour faire un peu votre chair à canon, à des Storm Vermin qui sont donc l'équivalent d'élite des rats des clans, qui sont une unité très efficace, qui permet de courir à +2, de taper à raid-1, ce qui est bien en Skaven pour l'infanterie. Il y a finalement peu d'infanterie Skaven qui peuvent taper à raid-1 encore un corps. Il y a les coureurs nocturnes, les coureurs d'égout. Les coureurs nocturnes, c'est les petits ninjas qui font l'avant-garde. Les coureurs d'égout, qui sont l'élite du clan Eshin, qui tapent à raid-1. Les Storm Vermin tapent aussi à raid-1 et qui tapent très fort, même sans être boostés. Donc c'est très intéressant comme unité en Skaven, même si c'est une unité qui est coûteuse. Même si elle a tendance à baisser en coût au fur et à mesure, c'est quelque chose qui reste assez coûteux. C'est ça. Et souffre un peu de la comparaison en fait avec les moines de la peste de manière générale, c'est que ça serait certainement beaucoup plus joué en Elite Skaven si les moines de la peste étaient peu ou pas là. Sauf qu'en fait, actuellement, ils se font manger. Pour l'instant, ils sont juste moins bons. Donc maintenant, ils ont plus, les moines de la peste n'ont plus leur rend, leur pénétration d'armure. On va essayer de faire en français. Du coup, voilà, c'est très fort, c'est très létal, et il y a peut-être moyen qu'on commence à en voir un petit peu plus maintenant. Voilà, mais après, quand on reste dans un cadre, on va dire qu'un peu tranquille, on joue avec ses amis, on joue en narratif, ce qui est un peu le sujet de cette partie de la vidéo. Les Storm Vermin, ça reste quelque chose de très intéressant, parce que vous allez pouvoir jouer l'élite des Skaven, ce qui est quand même très bien. Moi, j'aimerais bien jouer des Storm Vermin, même si j'en ai pas encore. Il serait temps que je m'y mette. Mais donc voilà, donc le clan Verminus, vous allez avoir vos rats des clans pour protéger vos Storm Vermin d'élite, et tout ça va être chapeauté par deux types de héros. Donc le Vermin Lord Warbringer, qui est boosté par la présence d'autres unités du clan Verminus, et qui a la capacité, avec une de tes unités, sur un bon jet, de faire dégâts 6. Dégâts 6, raid -3, raid -4. Donc c'est avec le Vermin Lord du clan Eshin, un Vermin Lord qui fait vraiment très mal au corps à corps. Et en héros à pied, vous allez avoir votre Claw Lord, qui donc le chef de guerre Skaven, qui permet de donner plus une attaque aux unités du clan Verminus, et qui a la particularité de moins il a de PV, plus il a d'attaque. Donc sachant qu'il a dégâts D3 sur son arme, ça reste quand même un héros qui peut faire une petite blague quand il reste 1 ou 2 PV au corps à corps. Hein, ça traduit vraiment cette volonté du Skaven de ne pas mourir. Plus il est acculé, plus il devient dangereux. Donc c'est un aspect qui est très intéressant sur cette règle-là. C'est ça. Après, au niveau pour revenir un petit peu sur les Storm Vermin, enfin après c'est purement personnel, mais il faut savoir que les moines de la peste c'est pas forcément passionnant à peindre. Non, c'est grosso modo c'est des rats sous une cape, donc vous allez peindre de la cape et un petit bout de peau. Si je dis pas de bêtises, les Storm Vermin doivent être, on doit avoir le choix de montage encore, avec les armes, les boucliers, etc. Ça permet un peu plus de conversion si vous voulez vous amuser. C'est, je pense, beaucoup plus sympathique à peindre en tout cas. Parce que là où les Storm Vermin, ils ont de l'armure, des boucliers, plusieurs poses. Les moines de la peste, c'est des rats en pyjama. La seule chose qu'on peut faire nuancer, c'est changer la position des bras pour que ça soit plus haut ou plus bas. Et si vous êtes complètement fou, vous pouvez faire une couleur différente pour la robe et la capuche. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Voilà. Donc moi, j'en ai peint 200 des rats en pyjama du clan Pestilence. Je peux vous dire qu'à un moment donné, c'est fatigant. Donc là, on vient d'aborder la manière de jouer individuellement chaque clan dans un cadre qui va être un peu, on va dire, tranquille, partie ouverte, partie narrative. Mais il faut savoir que l'intérêt du Skaven, ça va être aussi de pouvoir mélanger ces différents clans. Et donc, pour chapeauter tout ça, il existe un dernier clan, qui est le Master Clan, qui est un clan exclusivement composé de héros, le Prophète Gris, la Cloche Hurlante et le Vermin Lord Warseer, donc qui sont des entrées qui permettent de booster tous les Skaven, d'avoir accès à notre table de sorts, car seuls les Prophètes Gris peuvent lancer les sorts du Battle Tome Skaven. Et ça va permettre de pouvoir donc de mixer tout ce qu'on a abordé dans la vidéo en utilisant des rats des clans en ligne qui sont la ligne générale avec les vermines de choc pour jouer Skaven Mix. Et donc vous allez pouvoir avoir une partie clan Eshin qui va faire des tricks de mouvement pendant que vos rats des clans arrivent sur l'ennemi et déchirent absolument tout ce qui touche. Et pour pouvoir vous occuper des héros adverses, vous pouvez pouvoir utiliser les unités du clan Skyward pour tirer dessus. Voilà. Très bien. Mais du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes façons, en termes de fluff et de parties
on va dire pour le plaisir de ce qu'on peut aborder en Skaven avec les différents clans. Et pour les joueurs narratifs qui n'ont pas trop d'idées de scénario, qui voudraient commencer à jouer Skaven en narratif, alors moi je vous conseille de pas jouer les scénarios du Battletome Skaven, parce que Voilà. ces scénarios narratifs, je les trouve pas intéressants, ils sont très plats. Il y a un scénario par exemple où vous ne vous déplacez pas et vous attendez que l'adversaire arrive sur vous, c'est pas très drôle. Par contre alors, les scénarios de l'Empire charognard, ils sont très drôles, parce qu'il y a notamment un scénario qui permet de s'infiltrer dans une forteresse avec différents postes de garde qui ont la ligne de vue en fonction d'un lancer de dés. Je trouve ça très drôle. Et vous avez aussi la possibilité d'adapter les différents scénarios de Nurgle en remplaçant par Skaven. C'est quelque chose qui se fait très bien. Je pense notamment au scénario narratif qu'a sorti Games à l'occasion de Pouvoir Interdit, donc la nouvelle boîte avec les sorts permanents, qui était Sylvaneth versus Nurgle. Donc en fait, dans ce scénario-là, vous avez l'arme de Nurgle qui agit en fait comme un espèce de sort permanent, donc qui va modifier le cours de la partie. Et ça se fait très bien aussi en jouant du clan Pestilent. Donc on va rentrer maintenant dans l'aspect un petit peu plus compétitif des Skaven. Donc comme on l'a dit et comme vous l'avez déjà très certainement vu, si vous avez eu l'occasion de faire quelques tournois ou même en partie amicale, en fait, ça poutre pas mal. Ça fait très mal. Voilà, donc on va aborder l'aspect compétitif du Skaven. Qu'est-ce qui est fort, quel clan, voilà, sur quelle base partir, pourquoi, éventuellement dans des... Alors, faut savoir que nous, ça fait un petit moment. Moi, j'ai commencé le jeu, mine de rien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelque chose comme 1 an. Donc, au début, bon, évidemment, comme tout le monde, je jouais Spider-Frank. Je me suis pris des pestilents, des gave-bombes, etc. Donc, pas drôle. On commence à monter un petit peu, commencer à faire quelques tournois, etc. Skaven est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que c'est hyper polyvalent, en fait. Vous pouvez le jouer, voilà, comme on l'a dit, vraiment du tir. De la horde, de l'anti-horde. Bref, vous avez à peu près tous les outils parce qu'en fait, vous avez énormément d'entrées. Donc, c'est super intéressant. Écoute, je te laisse voir sur quoi tu veux partir pour commencer cette présentation de liste compétitive. Contrairement, on va dire, à l'aspect casual du jeu où on joue un peu en narratif, où là, le Battletome Skaven, c'est un Battletome qui est très drôle, qui est plein de légèreté. En compétition, ça devient une hydre monstrueuse qui va absolument décimer tout le monde. On perd donc beaucoup de clans en route. On perd les hermines de choc. On perd le clan Eshin. Complètement. Alors, pas complètement. J'ai vu des builds d'Eshin quand même qui sont très intéressants à jouer. Je pense notamment à Exodic, un joueur Skaven de Marseille qui joue exclusivement du clan Eshin. Une armée excellente, une armée très belle. Et donc qui tire son épingle du jeu en utilisant toutes les tricks de mouvement du clan Eshin. Donc tous les clans ne sont pas perdus. Il reste de l'espoir. Mais quand même, on va jouer beaucoup Pestilent plus Scryer dans une armée mixte avec différentes nuances, hein, plus mêlée, plus tir. Mais voilà, on perd le clan Moulder en route, mais complètement le clan Moulder. C'est terrible, le clan Moulder n'existe plus, les Rogres c'est catastrophique contre les armées méta. Vous rebondissez contre tout le monde, c'est très triste. Vous allez perdre aussi des figurines très drôles. Vous allez perdre la Doomwheel, qui en fait, vu qu'elle est trop aléatoire, à part faire peur à l'adversaire si elle explose pas au tour 1, bon, vous allez utiliser vos 160 points pour autre chose. C'est ça. Ça, c'est vraiment une figurine pour jouer en escarmouche, n'est-ce pas? C'est ça. Même en meeting engagement, c'est très drôle parce que ça fonce sur la table et vu que c'est beaucoup de la MSU. MSU, alors MSU, c'est Minimal Size Unit, c'est les unités de petite taille. Alors, en effet, si vous jouez de manière sérieuse en meeting management, la Doomwheel, c'est super fort parce que, comme on l'a dit, vous jouez contre du MSU, donc des unités de petite taille, et la Doomwheel, elle est spécialisée dans l'extermination des unités de taille 5-10 figurines. Là, vous arrivez sur une unité, vous lui tirez dessus, vous la chargez, il ne reste plus rien. C'est ça, et par contre, ça devient sensiblement moins fort. Alors, il y a des bas, mais en tout cas, c'est certain que c'est moins fort quand on rentre sur des plus gros formats. Bah, foncer sur 5 Blood Warrior, c'est pas pareil que foncer sur 30 Mortet. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Foncer Donc, sur faire D3 Mortal sur 30 Mortet, c'est pas. Et encore moins sur du Hearthguard Berserker d'ailleurs. 0 mortel, t'arrives, t'es mort. Donc on va peut-être d'abord dans une première partie aborder les listes en solo. Voilà. Parce que je pense que Skaven se joue très différemment en solo dans liste par équipe. Voilà, parce qu'en équipe, tu as la possibilité de jouer plus facilement monoclan. Parce qu'en solo, c'est ce qui n'est pas le cas, parce que monoclan, vous vous axez sur un aspect de l'armée, et donc vous allez avoir des match-ups et donc des matchs qui vont être très clivés. Soit vous allez écraser l'adversaire, soit vous allez perdre, mais en monoclan, vous allez plus souvent vous faire écraser qu'écraser l'adversaire. C'est ça. Donc pourquoi on fait cette distinction en solo, je pense qu'il faut, si on veut espérer gagner fréquemment, il faut être capable d'avoir des listes plus polyvalentes, qui soient capables de gérer un peu de tout et donc d'avoir un peu tous les outils. Là où le Battletome Skaven
permet d'avoir ce genre d'orientation. Alors à l'inverse, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des tournois en équipe, c'est assez intéressant, donc c'est sur des équipes de 4 ou 6 en général. Ouais. Et en fait, il va y avoir un système d'appariement entre joueurs des équipes qui sont opposées, où on va essayer d'avoir des match-ups très binaires, quoi. Comme tu l'as dit, C'est ça. il faut être capable d'assurer les points quand on envoie un joueur de tir contre une liste qui ne supporte pas le tir. Il faut qu'on arrive à aspirer de cette façon-là. Et donc ça demande beaucoup moins de polyvalence. On va avoir quelques listes qui vont être polyvalentes, mais de manière générale, c'est pas le cas et c'est pas forcément non plus ce qu'on recherche. Voilà, on veut avoir l'assurance que on va peut-être sacrifier un joueur dans une opposition, mais que ça nous permet de gagner à coup sûr 2 parties à côté, ce qui va nous permettre d'être positif sur des sous-ensembles de parties qui vont se jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait le distinguo. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec le solo, ce qui représente la très grande majorité des parties et des tournois d'ailleurs. Donc pour ceux qui débutent en tournoi, Skaven, quels sont les points forts, quels sont les points faibles? Alors les points forts des Skaven, c'est qu'on a une grosse magie, on a beaucoup de mortels, il y a plein d'unités qui font des blessures mortelles assez facilement. Je pense au Jezzail ou au Canon Malfoudre, ou même de manière un peu anecdotique, on a les moines de la peste qui, quand ils meurent sur un 6, font de la BM. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi l'unité du clan Moulder qui peut tirer son épingle du jeu, donc c'est Abomination de la Fosse, qui fait de la BM anti-horde quand elle charge, ce qui peut quand même, si vous arrivez au corps à corps, ce qui n'est pas gagné, faire beaucoup de dégâts. Donc juste, je précise un petit peu parce que je ne sais pas forcément votre niveau de connaissance sur le jeu. Quand on parle de BM, on parle de blessures mortelles. Donc en fait, c'est des blessures qui vont passer l'armure adverse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jet de sauvegarde de l'autre côté. Donc évidemment, vous comprendrez que si on tape sur quelque chose qui a de l'armure à 6, c'est du gâchis. Si on a une sauvegarde à 6 en face, c'est du gâchis. Mettre des BM sur des rats des clans, c'est du gâchis. C'est ça. Par contre, quand on commence à envoyer des blessures mortelles sur des Mortec Guard qui ont une sauvegarde à 3 ou peu importe, des Cavalos, bref, des trucs très tanky, du Sylvanet, que vous voulez, des Trilords, etc., ça devient beaucoup plus intéressant. Donc quand on parle de blessures mortelles, c'est ça. Donc en Skaven, les plus, ça va être, vous êtes nombreux, donc pour contrer les objectifs, c'est confort. Vous avez une grosse capacité de corps à corps grâce aux moines de la peste, aux démonisations de la fosse, et même, je pense quand même aux Storm Vermines, donc les vermines de choc, et aussi à l'élite du clan Eshin, qui sont les coureurs d'égout, qui ont accès à 2 attaques par tête N-1. Si vous arrivez au corps à corps avec ce genre d'unité, sachant que vous avez des bonus à la touche et à la blessure parce que vous êtes en horde, ça peut quand même faire très mal. Ensuite, vous avez la capacité d'être très polyvalent, comme tu l'as dit, Sam. Mais surtout, avec le clan Scryer, d'avoir du tir qui fait très mal et qui permet d'être donc chercher les héros adverses pour pouvoir un peu éliminer les auras et les différents bonus qui vont donc aller nuire au plancher de l'adversaire et l'empêcher de mettre en exécution sa stratégie. Et je rajouterais aussi qu'on parle de tir, mais on parle là de tir à très longue portée. Il y a beaucoup d'armées qui ont du tir qui va se situer entre 18 et 24, là où les Jezzail ont une portée de 30. Par exemple, les Stormfiend, donc des gros machins, vous avez eu l'occasion de voir, par exemple, le monsieur qu'on peut voir éventuellement ici même avec une Gatling, c'est de la portée de 24, et même certains ont la capacité de pouvoir tirer sans ligne de vue. Donc, dans une méta où il y a assez peu de sylvanettes, par exemple, qui coupent les lignes de vue avec leur foire, etc., mais ça peut être extrêmement fort. Voilà, donc on parle de tir à très longue portée, ça change vraiment tout, quoi. Tirer à 18, tirer à 30, ça change complètement, ça change tout, parce que pour vous donner un exemple, on démarre la partie avec 3 gnolls comme ça, donc c'est des choses qui nous permettent de nous téléporter sur les bords de table. On peut faire en sorte que l'adversaire, quelle que soit sa façon de déployer, soit à portée de tir, donc c'est extrêmement violent. Ça peut vite devenir très dangereux. Si on fait l'inventaire des portées Skaven, les acolytes qui peuvent courir et tirer et qui ont 8 de portée, ça fait donc une amplitude de 20, c'est dangereux. Le canon Malfoudre permet de faire, si vous surchargez, entre 0 et 12 mortels à 24. Plus son mouvement. Voilà. Plus son mouvement, il a un mouvement de 3, donc c'est une machine de guerre, c'est très lent. Mais ça fait un tir à 24 qui peut faire 12 mortels. 12 mortels, je crois que vous tuez Arcane. Oui. Voilà. Donc là, vous pouvez tuer vraiment les grosses pièces adverses. C'est marrant avec ce genre de tir. Ma catapulte en Mortec, elle peut bouger de 7 quand même. Oui, mais elle a des pieds. Elle a des pieds, la catapulte Mortec, c'est de la triche. Les Jezzail, ils ont 32 portées. Et 6 de mouvement. 6 de mouvement, ça fait 36. Mais ils ont un bonus à la relance de touche, ils ne se déplacent pas, donc on évite de les faire se déplacer. Mais voilà, ça fait une grande amplitude.
Alors, en clan Eshin et Yes. avec les Gatling des Stormfiends, on tire moins lent, on tire à 12. Mais les Stormfiends, vu qu'ils ont différentes armes dans l'unité, vous avez la Gatling qui fait très mal pour la Horde, qui va tirer à 12. Mm. Et vous allez avoir le lance-gaz ou le lance-flamme. Bon, le lance-flamme tire à 8, mais Les donc pour globes, là. revenir au lance-gaz, qui est l'arme d'artillerie des Stormfiends, tire à 24. Vous vous déplacez à 6 et le lance-globe tire sans ligne de vue. Donc les copains Sidonettes, ils peuvent se cacher dans les forêts autant qu'ils veulent. Vous allez leur tirer dessus très très loin avec une grosse rend. Rennes -3, c'est ça? Rend -3. Rennes -3, c'est très rare dans le jeu, c'est souvent limité à des héros. Donc quand vous avez de la ligne, alors petit point quand même sur les Stormfiends, ils jouaient souvent par 9. C'est ça. Dernière fois qu'ils jouent par 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous coûte pas plus cher, mais ça vous fait plus de pauses et moins de cumul de bonus sur une seule unité. C'est ça, parce qu'on pense particulièrement à un sort qui s'appelle plus de Warp Warp, C'est ça. Mort Warp Warp, qui nous permet de relancer toutes les touches et tous les blessures. Donc c'est extrêmement puissant, ça peut être fiabilisé avec de la Malpierre. Le lancement peut être fiabilisé avec de la Malpierre. Quand vous avez un pack de 9 Stormfiends, donc 3 globes, 3 mitraillettes et 3 bonhommes au cac, qui commencent à tirer Rennes -3 ou alors à saturer avec. C'est combien de tirs par Gatling? 3d6? Alors ça dépend, il y a les Gatling de Stormfiend qui sont à 3d6. C'est ça. Et il y a les Gatling de base qui sont à 2d6, mais avec la possibilité du clan Trader de surcharger. Mm. Pour doubler son nombre de tirs, si vous faites un double, vous êtes mort, mais vous tirez avant. Donc à 80 points la Ratling, ça va. C'est ça. Et ça, c'est une unité qu'on voit pas trop. Je trouve qu'on voit pas trop, même s'il y a eu une méta qui était quand même très orientée sur la horde il n'y a pas si longtemps. Ça commence à se déporter un petit peu, à être un petit peu plus élitiste. Peut-être aussi parce qu'on voit que du côté de chez Games, on commence à faire des entrées qui tankent fort. C'est ça. Alors je vais pas prendre l'exemple des Mortec parce que c'est le mauvais exemple dans le sens où ils tankent extrêmement bien et en plus c'est entre guillemets de la horde. Par contre, quand on voit au niveau du corps à corps ce que les Fire Slayers et particulièrment les Earthguard Berserkers ont amené dans la méta, c'est que ça tank extrêmement fort. Ça fait très très mal. Et donc, c'est même pas la peine d'essayer de tirer avec des Gatling de base dessus parce que si vous n'avez pas une rend monstrueuse, vous passerez même pas la save avant d'avoir le Feel No Pain. C'est ça. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour le tir. On a parlé de canon à malfoudre. Alors, si on reste, on va dire, dans une optique très 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 hardcore de la vision compétitive, vous allez jouer que des Jezzail, que des moines de la peste. Mais on a quand même la possibilité avec les équipes d'armes, qui sont des Skaven à pied, ils sont deux, ils coûtent entre 60 et 80 points. Je vois absolument même pas de quoi tu parles. C'est les équipes d'armes du clan Scryer, donc vous avez le lance-flamme, qui est une équipe d'armes d'anti-horde. Vous avez la Gatling que tu as abordé tout à l'heure, qui permet un peu avec de l'arène, donc de tirer sur la horde et aussi sur l'armure légère type Liberator Stormcast ou Mortal Guard non Petrifex. Ça va chercher ce genre de choses. Alors après, vous avez War Grinder, qui est la dernière équipe d'armes, qui permet de faire pour 80 points. Mais le bémol de ça, déjà, c'est que c'est une pause en plus, c'est 80 points en plus, et que sur 1, 2 ou 3, vous prenez des 6 mortels à la fin de votre FEP. Ça picote. Donc, vu qu'on est plutôt rapide en Skaven, on a un mouvement de basket 6, on court généralement à +2, à +1, on a les décors de faction pour se téléporter, on va pas chercher le War Grinder. Mais par contre, si vous reste des points, vous avez la possibilité de jouer des lance-flammes. Par exemple, pour faire le ratio de lance-flammes, c'est 3 Jezzail. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, plus aller chercher la horde ou aller chercher les héros, vous allez peut-être plus prendre des lance-flammes, même si bon, on va être honnête, quand vous jouez 12 Jezzail, la horde, vous pouvez tirer dessus sans problème. Vous faites dégâts 2 ou dégâts 3, si vous arrivez à 18 dégâts, s'il y a 20 figurines en face, c'est bon, c'est réglé. C'est sûr, il y a intérêt à avoir des immunes bravoure ou des choses comme ça parce que ça saute très très vite. Mais voilà, les équipes d'armes, on peut y penser. On peut aussi penser à l'abomination de la fosse, qui alors, elle est un peu aléatoire parce qu'elle se déplace à 2d6. Mais par contre, elle ignore les sorts sur un 4+, et si vous faites 5 ou 6 quand vous mourrez, vous ressuscitez avec des 6 PV. Sachant qu'elle se régénère 2d3 par tour, si vous êtes chanceux, elle meurt, elle revient avec 9 PV. Voilà. Et si vous faites des bons mouvements, vous arrivez au corps à corps avec la full PV, son arme anti-horde, vous lancez un dé par figurine engagée, sur un 2+, relançable quand vous chargez, ça fait une mortelle. Donc, avec ton gros soc, tu charges une unité, tu la tues en fait. C'est ça, donc c'est par figurine engagée. Donc c'est le genre de truc qui peut faire des grosses blagues quand même. On pense aux Mortec par exemple, qui sont sur des socs de 25. On peut engager du monde quoi. Après, je pense. Alors moi, j'aimerais bien parler un petit peu de Tankol. Ah, le cas Tankol, j'allais y venir justement. C'est ça. Bah écoute, je te laisse la parole. Alors, Tankol, c'est un bon sorcier car il lance les sorts à +2. Ça permet de fiabiliser des sorts que
vous allez prendre, les sorts Skaven, généralement, ils sont indispensables dans les D'ici armées. pas plus 2 aussi. Et dissipe à plus 2, donc ça permet de contrer l'ennemi, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de lancer à plus 2 avec le bonus de plus 1 du décor. Skaven, vous lancez à plus 3. Si vous avez des sorts qui sont critiques dans leur lancer, comme le sort permanent Skaven, le Vortex ou la Frénésie mortelle qui permet donc de faire taper les figurines quand elles attaquent, très intéressant Quand avec elles les meurent. vermines de choc. Quand elles meurent. Oui. Elles attaquent quand elles meurent, donc elles attaquent 2 fois, finalement. Quand vous avez ce genre de figurines sur les vermines de choc, sur vos coureurs d'égout, sur vos moines de la peste, vous voulez pas rater ce sort-là, parce que vu que vous êtes fragile, vous... Comme toi. Voilà. On va couper ça? On va couper, non? Et donc moi, de mon point de vue, alors Tankol, ce qui est extrêmement fort, on va dire pour l'anti-horde, moi c'est principalement comme ça que je le vois. Son seul souci aujourd'hui, je trouve, c'est qu'en fait son lance-flamme ne peut pas être splitté. Donc Je tire sur une seule unité à la fois, finalement. voilà, on tire sur une seule unité, donc ça permet à coup sûr de raser une unité. Alors peut-être que ça sera un peu remis au goût du jour avec les packs de Mortek, parce que pour le coup, lui, il est capable de raser 40 Mortek d'un coup. Puis même des berserk, il aura que son compte. Hein, C'est ça, si vous le passez à 4 lance-flammes. Et je pense même que même avec un Gotizar, donc le Gotizar, c'est la figurine Ossiarch qui permet de ramener à la vie des figurines qui sont mortes à 3 pas. Je pense qu'il est capable de tuer les 40, il faudrait faire la stat, mais je pense qu'il est capable de tuer les 40 Mortek, même s'il y a un Gotizar à côté, quoi. Bah, ça fait 4 dés par figurine, un Mortek revient sur un 4+. Tu tues l'unité 2 fois en stat, je crois, avec 4 lance-flammes. Je sais pas, c'est sur un 4+, que tu le tues? C'est ça. C'est ça, donc on tue l'unité de 2 fois, et comme il revient à moitié, stat, on rase 40 Mortek avec Gotizar à côté. Donc c'est extrêmement létal, le seul souci c'est que c'est voilà, c'est une seule unité, alors que si on pouvait split potentiellement les 2 lance-flammes, ça serait tout simplement monstrueux, quoi. Le problème de Tankol, à mon avis, c'est déjà qu'il souffre de la montée en points successive des Skaven. Donc, moins on a de place pour jouer des unités rigolotes, bah, moins on les joue. Donc, Tankol, ça fait partie de ces unités un peu clivantes, comme les vermines de choc ou le canon malfoudre, où on peut les jouer, mais généralement, on n'a pas trop la place. Et plus les coups en Skaven montent, moins on a la place pour ce genre de figurines. Et deuxième point, il s'ouvre aussi de la comparaison avec les autres gros héros des autres factions. Je pense à Durtu, à Archaon, à ce genre de figurines, ou même à Katakros. Un Croac. Katakros, Kroak, Arcane, qui sont des figurines nommées qui font un travail monstrueux sur la table, qui vont lancer des sorts, qui vont avoir des bonus assez conséquents. Tankol, son effet en Skaven, ça va être de pouvoir faire lancer gratuitement les aptitudes de base aux autres héros Skaven. Ça va être de lancer les sorts à plus 2, de les dissiper à plus 2. C'est ça, surtout la dissipation à plus 2 qui est quand même extrêmement forte, parce que bon, là on compte quand même avec le Gnoll, donc on lance les sorts à plus 3. Il faut savoir que de base tous les sorciers lancent à plus 1 à côté des Gnolls en Skaven. Peut-être même avec la cloche, une histoire de plus 2 une fois. La cloche, en fonction de son effet, oui, on peut avoir un bonus de. Voilà, donc il y a quand même moyen de fiabiliser. Par contre, il n'y a pas forcément énormément de bonus à la dissipe. Et quand on voit ce que sont capables de faire les Cities of, voilà, les Cities of Sigmar, des listes Death, on va dire orientées magie, ou même du Séraphon, moi je suis absolument pas heureux quand je vois qu'il y a de la dissipe à plus 3 en face, quoi, parce que en fait mon Croac est complètement mis hors d'état de nuire. Voilà, alors après il y a forcément, si vous moi je suis assez sensible au fait, j'aime beaucoup voilà, jouer des nommés, etc. Je pense à Croac par exemple, qu'on voit pas forcément énormément, qui moi dans ma liste fait un travail monstrueux. Vous l'avez absolument pas vu quand j'ai fait la partie contre Skaven. Parce qu'il est nul. Parce que les machines des dieux ont pas fait le taf. Et puis c'est vrai qu'il a pas été excellent. Bref, on divague un peu. Voilà, je pense que malheureusement Tankol il est à 400 points, c'est ça? 400 points. Alors Tankol, du coup, on peut jouer. Attention, Tankol, il fait très très peur. Mais c'est un sacrifice parce que du coup, à côté, vous perdez 400 points. Vous avez moins de place pour jouer d'autres héros qui ont des bons effets. Et vous avez moins de place pour mixer un peu vos différents clans. Parce que quand vous jouez mixé, chaque clan doit être accompagné d'un héros pour être correctement chapeauté. Sinon, vous perdez beaucoup de bonus et vous êtes tout de suite moins efficace. Donc Tankol, c'est un sacrifice à faire de ce côté-là. Donc il va falloir jouer sa liste autour. Et Tankol aussi, contrairement à un certain héros nommé, ou même à certains héros des grosses pièces, il a Sapphinopain à 5+, pour se protéger, mais c'est tout. Donc Tankol, c'est quelqu'un qui est très très fragile au tir, et il y a beaucoup de tirs. Et à la reine aussi, à la reine il a plus que ça 5+, on l'a vu d'ailleurs avec le rapport de bataille avec Métine. Il s'est fait charger par des Mirmournes qui sont en N-2 dégâts D3, il me semble. Et là, c'est la catastrophe. Et en fait, c'est grave, quoi. Bon, alors, il n'avait pas passé beaucoup de Feel No Pain, effectivement, mais quand vous perdez 400 points sur une unité qui est summonable, qui peut être ramenée pour un point de commandement via une fosse, c'est dramatique. Si on essaie de comparer un petit peu avec dans Skaven, ce qu'on pourrait mettre à peu près pour le même coup en points,
Si je me trompe pas, il me semble que 420 points, ça doit faire à peu près 9 Jezzail. C'est ça. C'est ça, donc voilà, vous avez des valeurs sûres. Là, on va dire, les Jezzail, si vous avez 9 Jezzail, ce sera toujours utile. Ça fait mal à tout le monde. La Voilà. horde, les héros, tout le monde. Voilà, le problème c'est que Tankol, s'il y a certaines listes contre lesquelles il sera beaucoup moins fort, parce que vous devez évidemment, avant la partie, annoncer, normalement c'est en WYSIWYG, donc on mettra la petite explication en bas. Selon l'équipement que vous lui donnez en points ou en lance-flamme, il y a des parties où il peut être complètement ridicule, quoi. Voilà. C'est ça. Et 400 points, on veut avoir une valeur sûre pour ce prix-là. Ça semble assez logique. Voilà, vous pensez que vous pouvez mettre 40 moines de la peste pour 320. Bon, malheureusement. 280 même. 280. J'aimerais bien que ça soit à 320, j'essaie de m'en Ça convaincre. n'arrivera jamais. Donc voilà, malheureusement, puis il faut pas oublier que ça reste une seule figurine. Donc pour la faire simple, il se fait prendre l'objet par 2 skinks. Voilà, j'aimerais bien voir si Games commence à essayer d'orienter les grosses entrées, donc que ça soit pas forcément, je pense à Ogre par exemple, où ils ont appliqué une règle de 10 figurines par héros, par behemoth, je sais plus exactement. Les behemoths font 10 figurines et les ogres font 3 figurines. Je crois que c'est ça la règle d'Alliance. Voilà, donc là évidemment c'est particulier puisque eux ils ont pas de petites figurines. Voilà, mais c'est toujours un peu frustrant de se dire qu'on va avoir Archaon ou Nagash qui va se faire prendre l'objectif par 2 rats des clans, quoi. Donc malheureusement il souffre aussi un peu de ça. C'est ça. Je trouve. Mais Tankol, voilà, il souffre vraiment de la comparaison avec les autres héros nommés de certaines factions. Mais Tankol, ça reste quand même quelque chose qui est possible dans une liste. On peut y penser. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut faire un bon travail. Contrairement à son homologue nommé Vermin Lord, le Vermin King, qui lui ne le jouait pas en compétition. Il est trop cher, il coûte le prix d'un Vermin Lord Deceiver et d'un Vermin Lord Warpseer. Donc ça va être 320 points, avec un sort qui se lance à 8, qui fait pas très mal. Ça pose des rats des clans en fonction du mortel que vous faites. Mais voilà, le Vermin King, pour un nommé, c'est un petit de commandement, ça fait lancer les blessures de 1 au Skaven. Ouais. Donc moi je pense que le Vermin King, c'est même pas la peine de l'aborder. Montez votre Vermin Lord autrement quand vous jouez, s'il vous plaît. Et donc maintenant qu'on part du Vermin King, donc je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi quand on sort un Vermin Lord, on ne sort pas le Vermin Lord nommé. Alors, vous avez différents types de Vermin Lord. Vous avez un Vermin Lord pour le clan Eshin, un Vermin Lord pour le clan Verminus, un Vermin Lord pour le clan Eshin, Pestilent, Verminus. Donc vous avez 3 Vermin Lords spécifiques au clan. Et vous avez un 4e Vermin Lord qui est Master Clan qui va pouvoir un peu chapeauter tout le monde. Donc vous avez d'abord le Vermin Lord Deceiver, donc qui est le Vermin du clan Eshin. Comme on en a parlé dans la partie précédente, c'est un Vermin Lord axé sur l'assassinat, qui permet donc de se téléporter à 6 et taper à Rennes-3. Donc quand vous serez dans une optique de sécher au corps à corps n'importe quel héros en face, vous allez pouvoir le sortir. Alors 320 points, c'est un investissement, mais c'est comme Tankol, c'est sortable. Vous faites un peu votre sacrifice dans la liste, vous faites en sorte que ça tourne autour, de le protéger correctement, et il fera son travail d'une manière très honorable. Vous avez après le Vermin Lord Warbringer. Donc lui, pareil, il tape bien au corps à corps, même s'il ne se téléporte pas, il fait très mal. Il peut taper à Rennes-4 dégâts 6 avec sa dague. Donc ça peut vite faire très peur à l'adversaire. Et surtout, il a la capacité donc, de booster le clan Verminus. Le clan Verminus va le booster lui aussi. Il va me permettre de lancer les touches de 1, je crois, je suis pas sûr. Mais enfin, ça reste un bonus qui est très intéressant. Et son sort, ça va être l'équivalent du Vermin Lord. Ça va être la frénésie mortelle, qui, contrairement à la version Prophète Gris, ça va pouvoir booster des 3 unités. C'est ça. Donc c'est sympa. Et est-ce que c'est celui-ci qui a un immune bravoure à 26 pas pour un point de commandement? Non, ça c'est le dernier Vermin Lord, c'est celui du Master Clan, je vais venir tout de suite. Mais avant ça, on va parler du Vermin Lord Corruptor. Alors pour moi, le Vermin Lord Corruptor, avant on ne le jouait pas, parce que les anciens moines de la peste, avant la fac qu'on a eu il y a quasiment un mois, équipés en double lame, et relancer les touches, et équipés avec lame plus bâton, vous saturiez tellement que vous n'aviez pas besoin de relancer les touches. C'est ça. Maintenant, en bâton, on tapait sur 2 rangs aussi. Maintenant, avec les modes de la peste, sur 3 rangs, pardon. Avec les modes de la peste, vous touchez mieux, vous saturez moins. Et les lames ne relancent plus les touches nativement. Donc l'aptitude de commandement du Vermin Lord Corruptor qui permet de le faire devient intéressante. Sachant que son sort, c'est un sort anti-horde qui fait une mortelle pour chaque 4+, sur un 7, sur une unité à 13 pas. Ça peut être intéressant de le sortir. Pour moi, maintenant, quand vous sortez des moines de la peste, vous sortez avec un Vermin Lord Corruptor ou vous sortez pas de moines de la peste. Ça reste mon avis, mais j'estime qu'aujourd'hui, le Vermin Lord Corruptor, il est suffisamment polyvalent dans une Skaven pour être sorti de manière systématique quand vous jouez du Pestilent.
Et pour finir, on a le dernier Vermin Lord, qui est sûrement l'unité la plus tanky du Battle Tome, qui va être le Vermin Lord Warpseer. Donc, le Vermin Lord Warpseer, ça va être un gros mage. Aptitude de commandement, une immunité bravoure à tous les Skaven entièrement à 26 pas. Son sort se lance à 8. Décime mortel à une unité ennemie à 26 pas. Il est équipé d'une orbe qui lui permet de relancer sa sauvegarde à 4 tant que vous n'avez pas lancé. Et quand vous lancez l'orbe, vous ciblez une unité ennemie à 13 pas, elle prend décime mortel. Donc il peut vraiment faire très mal à la magie de très loin. Sachant que comme tous les Vermin Lords, il y a le 5+, Feel No Pain. Avec les bons artefacts, vous êtes en face d'un monstre qui relance sa sauvegarde à 4. Éthéré, si vous mettez l'amulette. Ou si vous mettez la Suspicious Stone, qui est un artefact Skaven, qui est la pierre suspicieuse en français, vous avez une deuxième Feel No Pain à 5. Donc là, vous êtes 4+ reroll, Feel No Pain reroll. Donc c'est avec un artefact qui devient très rapidement résistant, ce Vermin Lord. Et il en démord bien au corps à corps pour un mage. Et de toute manière, quand vous pouvez faire 2 fois décime mortel sur quelque chose, l'adversaire va avoir peur de vous. Ça vaut le coup, ça reste surtout sur une méta où on va dire les héros sont hyper importants. Et on se tourne vraiment, en fait, le truc c'est que pour avoir suffisamment de figurines, on a quand même pas mal de hordes, ça ne nous pousse pas à jouer des monstres et des behemoths. Donc ça pousse à jouer des héros à pied qui ont souvent 5, 6 ou 7 PV s'ils sont montés. Et donc des 6 PV, bah, ça peut faire des blagues, quoi. Je veux dire, si on se prend un 6 sur son Ruin Phaser, si on se prend un 5 sur son Battlesmith ou des choses comme ça devient vite problématique. Alors après, je voulais parler un petit peu justement de ce Vermin Lord là, moi je le trouve assez intéressant, et ça va permettre aussi de parler un petit peu des bataillons en Skaven. Effectivement. C'est pas Alors en fait, je suis assez partagé sur ce Vermin Lord là. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Skaven actuellement, on n'a pas forcément la possibilité de descendre très bas en pause. Non. Je pense qu'en dessous de 6, si on est à 6 en Skaven, on est déjà... pause, je pense que c'est le minimum. Voilà, c'est le grand minimum. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si votre adversaire dispose d'un peu de tir, vous n'aurez pas le temps de lâcher votre aptitude de commandement sur son T1, a priori. Donc en fait, c'est très bien d'avoir une immune à 26 pas, mais ça a comme prérequis qu'il ne faut pas se faire sécher au T1. Là où la cloche, un creuset ou quelque chose comme ça, apporte une immune bravoure, alors seulement à 13, donc c'est assez suffisant parce qu'on est sur un socle qui doit faire quand même en largeur de 3 pouces. Donc vous comptez 13 x 2, 26 et 2, 3, on est sur du 28, 29. 29 pouces, c'est quand même suffisant pour mettre toute l'armée au déploiement. Et ça nous protège un petit peu. Je pense à une partie que j'avais faite par exemple contre Skevin à son T1. Voilà, quand on a une cloche, on est tranquille. Là où on a juste une immune bravoure pour un PC, ça devient beaucoup plus problématique. De quoi vient ce problème-là? Le problème vient du fait qu'on a rarement le choix du T1 si on est sur des listes avec peu de pause, et donc qu'on se fait sécher. Et pourquoi on a relativement peu le choix du T1? C'est tout simple, c'est on paye souvent ses lignes. Les lignes ne sont pas les unités, on va dire, qui sont dans le cœur des listes. C'est des écrans, à l'inverse des Mortec, à l'inverse de plein d'armées, je pense à Nurgle, on peut mettre des Blight King, donc c'est à la fois la force de frappe et la ligne. Là, on a d'abord une taxe, donc qui fait au moins 3 unités, et ensuite, il faut quand même un peu d'armée, donc il y a au moins grand minimum 3 autres unités, donc on est au moins à 6 pauses. En termes de bataillons Skaven, du coup, ça nous y amène. Pourquoi on descend peu? Parce que les bataillons sont tout pourris. Du coup, ça va nous permettre de parler des bataillons Skaven. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que moi, je n'en ai jamais vu. D'accord. Alors, si vous en voyez jamais, c'est parce que c'est tout nul. Alors, c'est tout nul sauf un, qui est la Congrégation de la Peste, qui est un bataillon pestilent, qui est composé de la manière suivante. Vous avez un creuset et au moins 2 unités moines de la peste, jusqu'à voire plus. Après, c'est libre à vous d'en jouer 12, 14, mais au moins 2 unités moines de la peste. Donc si vous jouez pur pestilent, vous pouvez mettre toute votre armée, en fait toute votre creuset et tous les moines de la peste dans une seule pause. Mais sinon, après, vous avez un bataillon Verminus. Qu'est-ce que le bataillon apporte d'ailleurs? Le bataillon Congrégation de la Peste, qui donne une Feel No Pain à 6 quand vous êtes entièrement à 13 du creuset du bataillon. D'accord. Donc voilà. Tu vas le chercher pour réduire tes pauses et pour prendre tes packs Skaven qui, eux, ils font peur. Donc vous avez ce bataillon-là qui est jouable si vous jouez beaucoup de moines de la Peste. Mais après, vous allez avoir des bataillons monoclans. Et le problème des bataillons monoclans, c'est qu'en compétition, on ne joue pas monoclan. Donc on ne va pas sortir les bataillons parce que ça fait trop de points investis. C'est-à-dire que tout de suite, au lieu d'avoir
400 points d'échine, tu en as pour 800-900 points. Et là, 900 points d'échine, si tu veux jouer du Pestilent et du Scryer derrière, c'est pas possible. C'est ça, donc là on est vraiment dans une optique de solo. Monoclan c'est compliqué parce qu'il faut être quand même un petit peu polyvalent. C'est ça. Modulo, peut-être le Pestilent qui lui peut s'en sortir un peu solo. Et comme je l'abordais tout à l'heure, c'est Skaven en compétition, on perd la légèreté. Les unités nulles, on va pas aller les chercher. Et le problème des bataillons Skaven, c'est que généralement vous avez le QG du clan, donc le héros du clan, avec une taxe nulle et l'unité que vous voulez jouer. Donc c'est-à-dire que vous avez le prix du bataillon, le prix de la taxe nulle, type les coureurs nocturnes, qui sont pas très très bons parce qu'ils sont chers, les packmasters et les rats géants pour les mooders qui sont pas très très bons, parce que vous avez des équivalents qui sont plus intéressants. Donc c'est des choses qu'on va pas chercher, donc ça fait beaucoup de points investis pour réduire les pauses en Skaven, alors que bon, on a moins en moins de place en termes de points pour faire ce genre de folie. C'est clair. Alors, du coup, moi, on commence à parler de polyvalence, etc. Moi, j'étais assez partant pour essayer de parler un petit peu de quelques pistes de ce qu'on pourrait jouer, en tout cas sur des tournois en équipe. Donc là, on parle de match-up qui sont beaucoup plus binaires. Alors, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre ce genre de truc. Là, on va partir sur des listes, certaines qui vont être vraiment, on va dire, dégueulasses. Elles sont immondes. Voilà, c'est immonde. Le but, c'est d'avoir des match-up qu'on peut être sûr de gagner, voilà, pour être envoyé contre. Donc, on va faire un petit aparté sur ça. Moi, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on peut voir sur du coup plus des listes en équipe monoclan en match-up très orienté. On va avoir la liste de tir. Donc là, en liste de tir, faut pas se leurrer. Je pense que vous comptez grand minimum 12 Yezail. Je vois pas moins. Peut-être 9, mais pas moins. Voilà, en tout cas, grand minimum. On peut monter à 24 pour les plus fous. Pour les plus fous. Que vous allez éventuellement accompagner de alors le bombardier a pris son petit nerf en points là où il était plus 20 points. C'est ça, il était donc à 100. On arrête de le jouer en fait. C'est ça, parce qu'en fait c'était le bombardier en soi n'était pas forcément intéressant, il était intéressant parce que c'était un magicien qu'il apportait le sort, et donc aujourd'hui vous avez l'ingénieur qui est à 100 points que je pense vous allez prendre. Absolument. Voilà. Donc voilà, vous avez d'autres listes qui peuvent être, on va dire, plus à base de Stormfiend. Alors, j'ai envie de dire un peu moins maintenant, j'ai l'impression, vu qu'on les joue plus que par 6. Il faut savoir que les Stormfiend, donc le fait de jouer Stormfiend en Skaven, c'est quelque chose qui est très récent. Donc on était un peu au balbutiement, et alors qu'on commençait à réfléchir à comment tu peux jouer Stormfiend, par 6, par 9, avec les sorts permanents qui permettent de se téléporter, type le pont des âmes, on réfléchit à tout genre de choses, et immédiatement Games, il a décidé de faire arrêter ce build, parce qu'il a limité le nombre de Stormfiend par unité par 6, avant c'était 9. Voilà. Donc on a moins la capacité de faire un gros bloc de Stormfiend boosté au milieu de la table qui va tuer tout le monde. C'est ça, parce que pour rappel, le boost vient d'un sort, et un sort ne se lance qu'une fois par tour. Donc ça ne concerne, dans ce cas-là, qu'une seule unité. Et donc concrètement, si vous jouez un pack de 6 Stormfiend et un deuxième pack de 6 Stormfiend, vous allez avoir un pack aux hormones et un pack un peu moins fort, un peu handicapé, quoi. En fait, si tu fais le séquençage complet de ta phase de boost du Stormfiend ou même de l'acolyte Scryer, c'est tu lances le sort, tu poses l'artefact, donc le Vigorous Injector, donc tu relances tout, tu as plus 1 à la touche, et ensuite, donc ces deux choses-là ne ciblent qu'une unité, ensuite tu boostes à la Malpierre 3 unités. Là, c'est plus 1 dégât, c'est ça? La Malpierre, c'est voir plus 1 dégât. C'est ça, donc là, on est sur des unités qui ont plus 1 dégât, plus 1 à la touche. Plus 1 à la touche, et qui relancent les touches et les blessures. C'est ça. Donc, je ne sais plus exactement, je pense qu'en tout cas, c'est soit on touche, on blesse à 3 ou à 4 avec tout. Donc, si vous touchez à 3 avec la reroll, c'est du 8/9e, sinon c'est du 75%. Donc, on va dire, même au plus mal, vous êtes très bien, quoi. Voilà. La stat, c'est que tu es mort, en fait, avec ce genre de boost. C'est stat, moyenne basse, tu es mort. Voilà. Donc, c'est un peu dommage, je pense que du coup, on risque de plus en voir du tout. Là où on commençait, ça vient un peu de la méta anglaise d'ailleurs, parce que chez les Anglais, ça fait un petit moment qu'ils commencent à en sortir. Moi, ça m'avait rendu complètement fou, parce que j'étais persuadé que les Stormfiend c'était nul, qu'il fallait pas en sortir, et de voir des Anglais performer avec, ça m'a un peu énervé, donc j'ai essayé de comprendre la liste. Aujourd'hui, je pense savoir pourquoi ils ont sorti ce genre de choses. À 6 Stormfiend, moi je pense que c'est plus intéressant que 9. Donc dans mes listes, dans les idées que j'ai, ça va pas trop m'affecter. Mais ce qui est clair, c'est pour les gens qui jouaient 9 Stormfiend, full boosté, qui tue tout le monde, on peut plus le faire. Voilà. Après, il faut voir si de manière générale, si 6 sont suffisants.
ça va aussi dépendre de ce qu'il y a en face, quoi. Voilà, donc ça va dépendre de la méta, et en particulier de la méta. Alors ça dépend soit de la méta en équipe, soit de la méta euh, en solo. Donc après, sur les autres listes qui est possible de faire en équipe, bon, bah évidemment, vous avez les listes à base de moines de la peste. C'est ça. Euh, Même si on arrive à un problème aujourd'hui avec les moines de la peste, c'est qu'on tape moins fort qu'avant. Mm. Donc si on joue que des moines de la peste, il y a des armées où on rebondit. Donc C'est full ça. pestilent. Est-ce que demain ça va changer, ça va être abandonné? Je sais pas. Moi, j'ai une certitude, c'est que le corrupteur sera joué dans les listes pestilents. On peut Mm. plus sortir sans, c'est pas possible. Mm. Parce qu'il a la capacité d'aller sécher les enclumes que tu peux pas sécher avec les moines de la peste. Donc tout ce qui est garde phénix, Mortec, Berserker ou même Sekitor, tu tues la moitié unité sur un sort, ou un quart pour les unités les plus résistantes, c'est pas drôle. Ouais, il faut bien se rendre compte, en fait, quand on est aujourd'hui sur du Mortec, sur du Chaos Knight, donc je pense que le Chaos Knight qui peut Même être le Chaos Warrior. Hein. Ouais, pardon, je voulais dire Chaos Warrior. Le Chaos Warrior qui est de base qui peut être très facilement en 3+ relançable, voire en 2+ relançable, il me semble, si vous jouez une Chaos Shrine, Chaos War Shrine, une chose comme ça. Bon, 2+, c'est un peu overkill, puisque vous allez prendre un dégât tous les 36, sans range, je parle. Donc, faut bien voir que le pack de 40 moines de la peste qui arrive, tout ce qui va passer, si on est sur du 2+ relançable, c'est 1 sur 36. Si on est sur du 3+ relançable, qui aujourd'hui est quand même plus la norme, vous êtes qu'à 1/9, quoi. Avant les Feel No Pain, avant tout craquage, etc. Donc ça suffit plus quand en face c'est un pack de ne serait-ce que de 20, quoi, parce que ça veut dire que il faut rentrer 180 dégâts, 180 blessures avant les Feel No Pain. Donc avant les Feel No Pain, ça veut dire qu'on en rajoute encore 30. Il faut être à 210 dégâts stat pour tuer un pack de 20 Mortec. Donc voilà, les moines de la peste, il y a vraiment des unités phares qu'il ne peut pas gérer. Même si bon, vous allez pouvoir décimer de Sench, même avec son nouveau Battle Tome, je pense que ce sera toujours le cas. On peut décimer Slanesh, on peut décimer les Iron Joe, on peut décimer tout ce qui est Cities of Sigmar quand c'est pas du Phoenix Guard. Les gobelins, on les déchire. Les zombettes, on les touche, ils explosent. Tout ce qui tank pas trop, Donc en voilà. fait, hein, tout simplement. Dès que vous êtes face à des armées moins résistantes, même les Sylvanettes qui vont jouer beaucoup de dryades, les moines de la peste qui touchent 2 unités, les 2 unités de dryades meurent. C'est ça. Et donc, ça permet de parler un peu du Verminlord, c'est qu'en fait, l'arène est indispensable, quoi. Parce qu'on regarde, quand on est sur des 3+ relançables, comme je disais, on prend 1/9 des dégâts. Par contre, quand on est sur du 4+ relançable, ne serait-ce que Rennes-1, on passe à 25% de dégâts qu'on se prend sur Voilà. de la 4+ relançable. Donc, ça va assez vite, quoi. Quand c'est pareil, 5+ relançable, ça va être 4/9, ça va aller très vite. Et donc, l'arène va devenir indispensable. Et c'est pour ça que ce petit nerf sur les moines de la peste va permettre peut-être, j'espère, de voir un petit De peu. jouer autre chose. Je pense qu'on va arrêter d'en voir des builds à 120, 160, voire 200. Et moi, je suis très content de ce genre d'évolution. Parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a des unités en Skaven qui sont peu jouées en solo, pas du tout jouées en équipe type format ETC, parce qu'en format ETC, il ne faut pas se leurrer. Les joueurs Skaven, ils vont sortir du Jezail, des moines, peut-être des acolytes qui sont de bonne humeur. C'est tout. Voilà. Voilà. Et par contre, peut-être, hein, je sais plus, il me semble que c'est ce qui a été envoyé l'année dernière à l'ETC. On avait 2 listes Skaven, entre guillemets. On avait la Skaven Pestilant, donc à base de moines qui était en Nurgle, et la Skaven Scryer, qui elle était du vrai Skaven en tir. Donc c'est pour montrer un petit peu à quel point voilà, la variété des entrées permet de faire des listes, en tout cas en équipe, qui sont très fortes. D'ailleurs, c'était Miladin, il me semble, qui était En Nurgle. en Pestilant. Qui a, Il jouait Nurgle, c'est les moines de la peste, il me semble. c'est ça, il les jouait en Nurgle et il a fait du 5-1, bref, il a tout cassé, c'est très fort, ça le sera peut-être sûrement un petit peu moins avec le nerf et avec le changement de la méta. En ce qui concerne Nurgle, vu qu'on a gagné une fiabilité à la touche qu'on n'avait pas avant sur les anciens moines de la peste, je pense que les jouer par 30 en Nurgle avec des lames de putréfaction, c'est meilleur qu'avant. Parce que donc, lame de putréfaction, c'est un sort du domaine de Nurgle qui permet d'envoyer des BM sur des 6 à la touche, bless, je sais plus exactement. À la touche, bref, donc quand on sature. On sature à la mortelle. Bah c'est ça, donc au pire, si on met pas de reine, on met des BM. Et là, ça devient vachement plus intéressant. Donc voilà, même si aujourd'hui, en format très très dur, surtout en format en équipe, on va jouer uniquement du clan Passion et du clan Scryer, moi je pense avec l'évolution actuelle de la méta, il suffirait d'un petit changement en point sur Moulder ou le clan Eshin pour les voir revenir sur les tables de manière systématique. Parce qu'on parle quand même d'unités qui peuvent éclater les hordes pour ce qui est de Moulder. Les Raok, c'est quand même Rennes-1 dégâts 2, ce qui est rare en Skaven. L'abomination de la fosse, c'est quand même de l'anti-horde avec de la mortelle.
C'est très intéressant, sachant qu'il résiste à la magie. Il y a beaucoup de listes qui se basent sur la magie pour aller sniper les monstres et les héros. Donc on peut verrouiller ce genre de choses. Et Clan Eshin, vu qu'ils ont des tricks de mouvement très intéressants avec le Cora Nocturne, on peut arriver sur les bords de table, se mettre sur les objets, contester certaines zones, et on est quand même sur une bonne unité de corps à corps avec les courants de dégoût. C'est ça. On arrive, ils sont 20, c'est 200 les 20, ça fait 40 attaques, 4+, 3+, moins 1, 1. Et ouais, mais après, je pense aussi que Skaven a un peu souffert de la méta qui, on va dire, évolue un petit peu plus vers du tir. Là où les moines de la peste étaient hyper dominateurs au corps à corps, ils ont commencé à se faire un petit peu, on va dire, Oui, ils se font tester, quoi. provoqués par les Horseguards, etc. Mais au tir, voilà, ça revient. Et du coup, c'est assez marrant parce que le tir revient pour sécher tout ça. Du coup, Idonette revient un petit peu parce qu'il y a des capacités en Idonette qui comptent le tir, en particulier un artefact. Donc voilà, donc avant d'attaquer la partie sur les, on va dire, les propositions de build de liste un peu plus précises, donc en rentrant un petit peu plus en détail avec les artefacts, pardon, et les traits de co, on va peut-être parler rapidement des unités assez clivantes du BT. Toi, je sais que tu en as une que tu apprécies particulièrement. Donc c'est la Doomwheel. Donc là, dans cette partie, on va aborder un peu toutes les unités qui sont, à mon sens, jouables, mais qu'on ne voit pas forcément sur les tables pour diverses raisons. Mais on va quand même parler de pourquoi on peut les jouer. Donc on va commencer par ma chouchou, c'est la Doomwheel. Alors la Doomwheel, c'est 160 points de destruction massive si vous êtes chanceux. Parce qu'elle a un mouvement à 4d6. Donc vous êtes sur une amplitude de mouvement qui est tu cales, tu traverses la table. Donc ça, c'est le premier point. C'est que bon, généralement, 4d6, tu te déplaces rapidement. Mais il y a une possibilité de caler. Non, mais c'est vrai, hein, tu peux faire 8 et. C'est comme les mangleurs, si ça bouge pas, c'est nul. Voilà. Ensuite, la Doomwheel, elle a un tir à D6 qu'on peut doubler à 2d6. 2d6 attaques. 2d6 attaques de tir, 12 de portée, vu qu'on va vite. Généralement, on a portée de tir au tour 1. C'est Ren-1 dégâts D3. Ce tir-là. Je crois que c'est 4+, 3+, mais j'en ai pas les certitudes. Mais l'important, c'est le dégât D3. Donc ça veut dire que sur un bon tir, on peut sécher un écran. C'est ça, un pack de 20. Et sécher un écran, c'est extrêmement fort. Alors surtout le sécher en phase de tir, parce que quand on sèche un écran en phase de tir, ça veut dire qu'il y a un trou en phase de charge. Et du coup, le séquençage est archi important à ce moment-là. Voilà, la Doomwheel, c'est aléatoire, c'est un peu cher, mais j'estime aujourd'hui que cette Doomwheel-là, c'est un excellent distraction carnifex. Donc c'est le terme qu'on utilise dans Warhammer pour désigner les unités qui servent un peu à faire diversion, pendant que les autres unités importantes de l'armée vont répandre le chaos sur la table. Donc c'est une unité qui peut faire une bonne diversion, parce que tout rang, vous êtes au milieu de la table, vous faites un gros tir, vous pouvez sécher un totem, donc un héros à pied, vous pouvez sécher un gros monstre si vous avez de la chance, vous pouvez ouvrir un trou dans un écran, et si vous faites une bonne charge, vous arrivez au corps à corps, vous bloquez l'adversaire chez lui, il n'a même pas commencé à jouer. Vu que généralement, en Skaven, on nous laisse commencer pour pas qu'on ait le double tour, on peut servir de Doomwheel pour pallier à ce genre de problématique. Mais bon, après, ouais, ça reste 160 points, c'est plus cher que des Jezzail. Est-ce qu'on va avoir la place, est-ce qu'on va avoir l'envie de jouer sa Doomwheel? Ça dépend. Je crois que Metin l'adore. Ouais, c'est son unité préférée. Metin est un grand adepte de la Doomwheel. Il veut absolument en jouer partout. On essaie de le modérer un petit peu. Mais non, c'est insupportable. Mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez avoir une bonne unité de diversion en Skaven, la Doomwheel, c'est envisageable. N'ayez pas peur de la sortir. Alors, il n'y a pas que des builds à base de l'issue de Jezzail qui feront le café en Skaven. C'est loin d'être le cas. Donc ensuite... Moi, j'en ai une. J'aimerais qu'on en parle. C'est le canon à malfoudre. Ah, j'allais en parler. Attends, le canon à malfoudre. Alors, le canon à malfoudre, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'en voit pas. Alors, pour plusieurs raisons. Pardon, je tape, parce que ça m'énerve. La première, c'est qu'en fait, c'est une portée énorme, puisque c'est de l'artillerie. C'est 24. Ouais, c'est 24. Mais donc, c'est un peu moins que les Jezzail. Bref, passons. En tout cas, ça met des blessures mortelles. Et statistiquement, on n'est pas loin de tuer un héros à pied par tour, quoi. C'est ça. Tuer un héros à pied par tour, quand on joue en premier, c'est monstrueux parce que ça veut dire que je pense à des docs par exemple, il a potentiellement pas le temps de se mettre ses buffs. Tout en fait, hein. Je pense aux prières, je pense en Fire Slayer, je pense à des sorts, je pense ça peut être n'importe quoi, ça peut être un Harbinger of Decay qui a pas eu le temps de lâcher son point de commandement, bref.
Et sur un craquage, ça peut monter à 12. Alors sur un gros craquage, on peut aussi exploser le canon à Il Malfoudre. n'y a rien à faire de la partie, mais généralement on fait 12 mortels parce qu'on a des dés qui font 1 en Skaven. C'est ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est une figurine qui me semble vaut 180 points. C'est ça. 180, faut bien se dire que quand on tue... Alors c'est une figurine qui est indépendante en Skaven, donc c'est assez intéressant. Alors elle n'est pas vraiment indépendante parce que Non. sa surcharge dépend de l'ingénieur Scryer, mais qu'on a de C'est toute ça. manière dans la liste, dans toute listérieuse, on a toujours ce petit bonhomme-là pour pouvoir booster les unités de tir. Donc vous allez l'avoir. C'est ça. Et donc en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est 180 points qui peuvent détruire une synergie. Le coût en points est pas, pour moi, c'est pas un truc. C'est pas très cher finalement. Non, mais en fait, c'est pas linéaire entre l'importance dans la partie et le coût en points. Je m'explique. Perdre 10 Mortec à 130 points, c'est pas la même chose pour moi que perdre mon Bone Shaper à 130 points. Ouais. Parce que le héros apporte des capacités, des synergies, etc. Tuer 130 points de Mortec avec 100 points, c'est bien. Tuer un héros à 130 points avec une figurine qui en vaut 180, c'est excellent. Donc, il ne faut pas forcément comparer uniquement le coût en points. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les synergies tournent autour des héros. Alors, c'est un mauvais exemple parce qu'en Ossiarch, c'est un petit peu moins le cas grâce aux Hécatos, mais de manière générale, toutes les synergies tournent autour des héros. Surtout celle des sorts finalement. Voilà. Et donc, si on tue les héros avant qu'ils aient eu le temps de faire quelque chose, eh bien, même si nous, en points, ça nous a coûté potentiellement un peu plus, même sur l'ensemble de la partie, parce que là, je raisonne par tour, hein, parce que ça peut tuer, on va dire, un héros à pied, c'est 110, on va dire 100, 140 points. Si ça tue ça une fois ou deux dans la partie, pour moi, je considère que ça a fait le boulot. Voilà. Donc le canon Malfoudre, pourquoi on ne le voit pas dans les listes, on va dire, les plus optimisées? C'est parce que les Jedi sont plus fiables, en fait. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez essayer une unité, c'est de jouer 6 ou 9 Jedi, et au lieu d'en jouer 3 de plus, que vous jouez habituellement, vous les enlevez, et vous sortez le canon Malfoudre à côté. Avec le combo canon Malfoudre Jedi, je pense que vous êtes plus en capacité de tuer les gros monstres adverses qu'avec 3 Jedi de plus. Alors évidemment, ça va poser un peu des problèmes en termes d'aura, parce qu'il faut être à la fois à portée de tir, il faut être à la fois à portée de boost et de Jedi, et il faut être à 3 pas du canon pour le booster. Donc c'est-à-dire qu'il faut un peu s'organiser dans son déploiement pour que tout ça fonctionne. Surtout, vous avez 2 unités aussi. Mais si vous faites ça correctement, vous pouvez partir du principe que vous allez booster vos Jedi à la magie. Les Jedi seront à portée parce qu'ils ont 36 d'amplitude, donc vous n'aurez pas de problème à les mettre à portée de tir. Vous allez ensuite téléporter votre canon Malfoudre, on va dire, sur les côtés de table grâce à vos décors. Et si vous avez bien placé vos Jedi et votre héros, vous pouvez courir avec le héros pour être à 3 pas du canon Malfoudre et à 13 des Jedi pour pouvoir faire tous vos bonus. Donc alors, évidemment, j'en ai expliqué, les auras, on ne peut pas forcément les superposer comme on veut. Mais si on arrive à le faire, ou même si on décide de se mettre au milieu de table avec tout ça et de tirer sur ce qu'il a apporté, vous allez pouvoir faire très très mal. Et vous allez surtout surprendre l'adversaire qui va par exemple s'attendre à des Jedi par 12 et à se dire je vais planquer mon héros, je vais avoir attention messire, je vais serrer les fesses, ça va passer. Sauf que dans Malfoudre, lui, attention messire, eh ben, il l'ignore parce que c'est des BM automatiques. Donc ça peut vraiment créer une grande surprise parce que vous allez avoir, sur un coup de chance, vous allez faire beaucoup plus de dégâts qu'avec des Jedi. Alors sur un coup de malchance, vous n'allez rien faire, mais c'est pour ça que je vous conseille de prendre des Jedi à côté. C'est pour pouvoir, on va dire, pallier au tour où ça va mal se passer. Parce que finalement, le canon Malfoudre, ça se passe plus souvent bien que ça se passe mal. Même si quand vous surchargez, vos 1 vous font de la mortelle, vous allez peut-être survivre 2-3 tours en moyenne. Alors, vous allez avoir des gros coups de chance et des gros coups de malchance, mais en moyenne, le canon Malfoudre, ça reste quand même une arme qui peut faire des gros trous. Ouais, c'est clair. Puis on peut prendre un exemple tout bête, hein. Je pense à ce que je commence à jouer, que ce soit en Ossiarch avec un Cavalos, par exemple, j'ai 7 PV, j'ai une save à 2. Ouais, tu peux tirer dessus, hein. Tu peux tirer dessus un moment avant que ça tombe, donc en Reine-2, ça commence à piquer déjà, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'envoyer 14 dégâts avant les Feel No Pain, donc 16,5. Le canon à Malfoudre, je me prends 7 BM, c'est fini quoi. C'est ça. Et 7 BM avec un canon à Malfoudre, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, et donc, je parle toujours avant le Feel No Pain, voilà. C'est pour tuer quelque chose de très tanky, c'est meilleur, bon, je pense, en tout cas. En tout cas, pour sniper du héros, c'est un peu l'outil rêvé, quoi. Voilà. Donc, voilà, je comprends pas trop pourquoi on en voit, entre guillemets, si peu. Peut-être qu'on va commencer à en voir un petit peu plus, du fait du nerf des Stormfiend et qu'on n'a pas forcément envie de jouer 24 ou 18 Jezzail. Donc voilà. Il y a plein d'unités qu'on peut parler en Skaven qui font un peu polémique. Il y a les vermines de choc qui sont donc l'équivalent, on va dire, d'élite des moines de la peste en termes de dégâts de corps à corps. Le problème, c'est que ça coûte cher. C'est le seul problème d'ailleurs.
c'est que ça coûte trop cher, donc tout de suite ça fait graviter la liste autour des vermines de choc. Mais vous pouvez, comme avec Tankol ou avec le Verminlord des Chines et le Vermillion de Warbringer, donc le Vermillion du clan Verminus, faire ce sacrifice pour jouer une liste qui va être alternative. Parce qu'on parle quand même d'une unité qui a 4 plus de sauvegarde en Skaven. C'est rare. Donc ça veut dire que vous ne mourrez pas tout de suite, que vous avez de la reine -1, et que donc vous allez gérer des trucs que les moines de la peste, ils vont rebondir dessus, ils vont mourir. Donc si vous avez envie de jouer des vermines de choc, vous pouvez même vous dire que, étant donné que c'est de la ligne générale en Skaven, au lieu d'investir 3 fois 120 points de grade clan qui vont mourir, vous faites un investissement un peu plus gros et vous jouez 3 fois vermine de choc, donc ça va coûter le double en termes de points, ça va coûter 2 fois 360 points. 2 fois 300. Ça fait 720 points, c'est ça? Oui. Non, 2 fois. 2. En fait, ça coûte 2 fois plus cher que les rats des clans, les vermines de choc. C'est 120, donc ça fait 720 points. Ça fait 720 points. C'est ça. Donc voilà, c'est beaucoup. Mais si vous jouez le Verminlord Warbringer derrière avec des rats des clans, tout ça, ça synergise bien. Ouais. Donc c'est une possibilité. Après, vous pouvez jouer aussi les vermines de choc par 10, mais là, vous mourrez très vite, donc c'est un peu... Ouais. Mais c'est envisageable, on peut y penser. Même si, bon, ça reste moins fort que les rats des clans, mais voilà. C'est pour ça que ça fait polémique, les vermines de choc. Moi, je pense que si un jour, au lieu de coûter 120 les 10, ça coûte 210 les 20 et on peut les jouer que par 20 ou 40, tout de suite, on va y réfléchir. Mais aujourd'hui, bon, les vermines de choc, voilà, il manque quelque chose. On peut aussi penser en unité qui est sortable mais qu'on voit pas trop, l'abomination de la fosse. Ouais. On en a parlé plusieurs fois dans cette vidéo. C'est vraiment, on arrive sur quelque chose, on le défonce. Le problème, c'est d'arriver à ce quelque chose. Il faut charger. Voilà. C'est en plus, l'avantage de cette unité, c'est que contrairement à beaucoup d'unités Skaven, si t'as pas le héros qui va avec du bon clan, t'es toujours aussi fort. Tu vas perdre des 3 PV la relance des 1. Mais vu que ce qui t'intéresse, c'est l'avalanche de chair qui est l'arme anti-horde, bah tu vas quoi. Ça coûte le prix de 40 rats des clans, à peu près. Ça coûte 40 points de moins, je crois. C'est vraiment pas hors de prix quand on voit la létalité. Ça peut sauter 5 Black King par tour. Donc voilà. Après, forcément, c'est une seule figue donc qui prend pas les objets. Ouais. Mais comme on l'a abordé tout à l'heure, la magie, une fois sur deux, quand le sort passe, il passe pas. L'abomination sur un 4+, annule l'effet du sort qu'elle subit. Ouais. Et donc en dernière unité, on a les coureurs nocturnes du clan Eshin. Les coureurs d'égout, les coureurs nocturnes. Les coureurs nocturnes, c'est l'infanterie de base, les coureurs d'égout, c'est l'élite du clan Eshin. Ouais. Donc ces coureurs d'égout-là, ils arrivent sur les bords de table, ils font beaucoup de dégâts. Donc si vous avez envie d'avoir une unité qui va faire un peu une embuscade homme-bête, qui va donc forcer l'adversaire à prévoir comment il va se déplacer si jamais il commence, bah c'est bien. Ça donne à réfléchir. Il doit réfléchir à la position des new halls, il doit réfléchir à sa position par rapport aux unités de tir, il doit réfléchir à sa position par rapport au sort, par rapport à la charge des unités de corps à corps, il doit aussi réfléchir à comment il va se mettre pour pas se faire carotter un objet par les coureurs d'égout ou pas se faire charger de flanc. Parce que bon, ils arrivent à 6 d'abord de table à 9 de l'ennemi. C'est quelque chose qui peut passer 2-3 tours à être une nuisance. C'est ça. Puis la faible, c'est toujours une pression psychologique en fait sur les moindres mouvements adverses. Est-ce que mon héros est protégé si ça arrive derrière? Et ça oblige parfois à avancer un petit peu plus sur les objets pour pas que l'adversaire puisse se téléporter directement sur l'objectif et le voler. Donc ça apporte vraiment une grosse pression. Ça. Donc les coureurs d'égout, ils se téléportent. C'est intéressant. Ils ont un tir bon, qui blesse à 5. Mais ils ont un tir quand même. Sur un malentendu, vous pouvez aller chercher un totem qui s'est mal placé. Ouais. Donc, par exemple, type le Bone Shaper ou même un Star Priest King, sur une bonne phase de tir, il n'existe plus. Et si vous arrivez à charger, ou même si vous restez sur place, vous allez embêter l'adversaire car il va devoir vous gérer pour arriver à faire son positionnement correctement. Donc voilà, je pense que c'est toutes les unités Skaven qui aujourd'hui font un peu polémique. Est-ce qu'on peut les jouer? Moi, je pense que oui, même si forcément vous allez perdre l'optimisation dans votre build face à des choses qui statistiquement sont meilleures. Ouais. Mais alors, si vous perdez, on va dire, de la puissance horizontale, vous gagnez aussi des effets en termes de verticalité de liste sur son échelle de valeur que vous n'avez pas forcément si vous jouez que des moines et que des Jezzail. Donc ça peut dérouter un adversaire qui s'attend à vous voir débarquer avec 80 moines et 12 Jezzail. Il voit que tout de suite, vous pouvez FEP, que vous avez un canon à malfoudre, que vous avez un Verminlord des Chines qui se téléporte et qui peut aller sécher n'importe qui. Tout de suite, son plan de jeu, s'il applique un plan de jeu classique contre un Skaven, il va avoir des surprises.
C'est ça, puis en fait, il y a un truc tout bête, c'est la surprise en fait. Voilà. C'est-à-dire que jouer contre des moines de la peste, vous savez ce qu'il faut faire. Jouer contre des Jezzail, vous savez ce qu'il faut faire. Par contre, quand vous commencez à avoir des Jezzail, un canon, des trucs qui TP, des Verminlord qui TP, bref, en fait, on peut pas tout connaître forcément. Et donc du coup, vous allez créer un effet de surprise, ça va déstabiliser l'adversaire et potentiellement, ça va vous faire une brèche, quoi. Donc là où, entre guillemets, sur les moines de la peste, il n'y a pas de surprise. Tu as les outils, tu n'as pas les outils. Si tu n'as pas les outils, tu te fais rouler dessus. Si tu as les outils, tu le plies. Voilà, là, on est quand même vachement plus polyvalent. C'est aussi plus intéressant à mon sens, puisque ça permet, c'est ça qui est aussi excellent que j'adore en Seraphon par exemple, c'est qu'on a toujours des choix à faire qui peuvent éventuellement nous faire revenir. Et là, c'est ça, l'idée, c'est que c'est vos choix qui vont vraiment donner une direction à la partie et pas uniquement la liste que vous avez buildée dès le départ avec 120 moines de la peste ou 18 ou 24 Jezzail. Voilà, donc je pense qu'on va aborder la dernière partie maintenant sur quelques propositions, on va dire un peu plus précises de core list, comme je le disais, trait de co, artefact, bataillon, et on va dire des nombres un peu plus précis, pas simplement des entrées. Voilà. Qu'est-ce que tu commences par nous proposer? Pour du solo, j'imagine? Oui, alors voilà, le but de cette partie, c'est vraiment parler d'un cœur de liste, pas une liste en entier. Donc on est sur une base de liste à 2000 points, sur quoi vous pouvez partir. Le but de cette partie, c'est que pour quelqu'un qui débute, c'est d'arrêter de copier les listes sur Internet. C'est d'avoir une base pour pouvoir la poursuivre soi-même. Ça, vous la copiez sur YouTube. Voilà. YouTube, c'est Internet, donc finalement, on retombe sur nos pattes. Donc pour ça, j'ai préparé 3 cœurs de liste qui, à mon sens, peuvent être intéressants pour démarrer, avec des unités assez génériques. Donc j'ai commencé par un cœur de liste pestilent. Donc tout ça, j'ai réfléchi après la fin, donc c'est à l'heure où on fait cette vidéo, c'est des débuts de liste qui sont à jour. Donc c'est parti, qu'est-ce que tu commences par nous proposer? Pour le premier cœur de liste, moi je propose donc quelque chose qui part un peu pestilent, même si l'optique de toutes ces listes-là, ça va être d'être mix, parce que c'est finalement le but d'un tout genre qui va vouloir compétitif en Skaven. En solo. En solo. C'est d'être un peu mix, même si j'ai quand même retenu une partie pour le clan Eshin, pour les plus intrépides d'entre vous, pour commencer à jouer ce clan qui est un peu qui est intéressant, même qui est un peu moins fort quand même, qui est moins fort des listes. Qui est franchement délaissé, quoi. Donc pour commencer donc sur cette première liste pestilent, moi ce que je vous propose c'est de commencer par Jean Vermilord Corruptor, afin de chapeauter vos moines de la peste, accompagné d'un prophète gris pour prendre un sort du Battletome Skaven, ainsi que 3 favoris des clans, pour remplir les conditions de ligne générique et de pouvoir jouer ce que vous voulez. Et pour finir ce cœur de liste, évidemment, 40 moines de la peste. Donc c'est quoi le but de cette liste finalement? C'est d'avoir des moines de la peste 40, 80 si vous poursuivez, et d'avoir des choses qui tournent autour afin de pouvoir remplir les objectifs que vous avez donnés à la liste. C'est ça, donc de base, sur cette liste-là, on est à 1060 points, ça vous laisse 940 points de marge pour mettre les unités que vous aimez, les unités que vous avez, les unités que vous avez envie d'ajouter à votre liste pour vous l'approprier aussi. Donc je sais pas si tu as des idées un petit peu particulières, ça permet aussi de jouer un peu en hybride avec du tir potentiellement. C'est ça, ou de partir complètement pestilent aussi, c'est possible. C'est ça. Donc évidemment, soit on part sur on rajoute des moines de la peste, éventuellement une cloche, je sais pas si tu penses que ça peut valoir le coup. Moi aujourd'hui la cloche, depuis qu'elle coûte 240 points, j'arrête de la jouer, j'ai mis mon prophète gris à pied, mais c'est possible. Donc voilà, donc ça c'est dans une optique un petit peu plus pestilent. Par contre, si vous voulez avoir une liste plus hybride, alors les Stormfiend, moi j'ai pas encore d'avis fort dessus. Là où je l'ai trouvé fort par 9, je sais pas si je l'ai trouvé fort par 6, j'ai pas essayé. Par contre, voilà, vous avez toujours la valeur sur Jezzail, auquel cas ça vous permettra de mettre un Vigor Dust Injector en artefact sur un de vos héros et de vous mettre le sort Mort Warp sur. Alors, de manière générale, c'est un sort qu'on aime bien doubler parce qu'il est tellement fort que c'est un des rares sorts que vous allez aimer donner à 2 sorciers. Alors, on a le droit de faire ça, on a le droit de donner le même sort à 2 sorciers. Par contre, ça donne toujours pas le droit de lancer 2 fois le sort par tour. Par contre, ça vous permet de relancer le sort si un de vos héros est mort. C'est ça. Donc, c'est le genre de truc qu'on fait quand les sorts sont... je vais pas dire que la liste se base sur un sort, mais il y a quand même un peu de ça. Petite particularité quand même, la Malpierre, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que ça apporte sur ce genre de liste? La Malpierre, alors là, sur cette liste-là, ça va... Si on prend le cœur de liste là que je joue, on n'a pas encore de héros Scryer pour pousser la Malpierre. Donc la Malpierre, en fait, c'est dès qu'on joue un héros du clan Scryer, on a D3 plus 3 Malpierre pour la partie. Et on peut utiliser une Malpierre à la phase de tir pour booster dégâts de 3 unités Scryer. Et une Malpierre à la phase de héros pour relancer le sort que va lancer le sorcier. On peut aussi s'en servir pour relancer les touches au corps à corps du héros,
mais il n'y a finalement qu'un seul héros qui va s'en servir de manière anecdotique, c'est Ikit la griffe, donc l'arche Warlock. Donc on s'en sert surtout pour booster le tir et relancer les sorts importants. C'est ça. Donc à ce moment-là, ça aura pas comme prérequis. Alors si vous jouez un héros Scryer, en fait, chaque héros apporte les bonus De son clan. Ouais. de son clan. Donc le Master Clan sur un 5+, on récupère le PC. Le Scryer, ça va être la Malpierre. Donc ça demandera quand même que vous ayez un héros Scryer. Ça vaut largement le coup quand on joue avec du tir. Les bonus au tir, la relance du sort, c'est même peut-être plus important. Et du coup, ça peut valoir le coup de jouer un sorcier qui a potentiellement des bonus au cast. Donc déjà, on a le +1 du Gnoll, ça passe sur du 7. Donc du 7 relançable, vous êtes sur du un peu plus que quasiment 80% de chance. Ça arrive souvent, quoi. Donc ça se passe. Par contre, les tours où ça n'arrive pas, c'est quand même relativement le drame. C'est pour ça que si vous pouvez stacker des +1, des +2 avec des décors, voire éventuellement anciennement avec le Gressir sur cloche qui se mettait +1 sur un sort une fois par tour, voilà, vous êtes à +2 et sur du 6 relançable, vous êtes assez serein. Voilà. Donc la réponse partie Scryer sur ce genre de base de liste, ça va être la réponse la plus courante finalement. On peut aussi partir avec une abomination de la fosse et plus de moines de la peste pour une liste entièrement corps à corps. Alors après, vous avez différents choix aussi d'équipement de vos héros. Là, sur une liste comme ça, vous pouvez choisir soit de faire votre général, le Vermillon de Corruptor, pour pouvoir lancer une prière ou pouvoir relancer des jets de touche des armes de guerre pestilents qui sont peu jouées mais qui sont envisageables. Ou alors de partir de manière un peu plus, on va dire, sereine avec le prophète gris en général pour pouvoir donner +1 à la magie une fois par tour ou même pouvoir relancer son trait de clan qui permet de récupérer les points de commandement utilisés. Après, en artefact, on a plein de choix sur ce genre de liste. Toujours en restant sur les 2 héros qu'on présente ici, on peut équiper le Vermillon de Corruptor de la Lame de Jugement, qui est un artefact du livre Maléfice, qui permet de faire décis mortel au héros ou au monstre qu'on attaque si on fait un 6 à la touche. Ça permet de transformer le Vermillon de Corruptor en un héros qui, en plus de faire mal à la magie aux hordes, peut aller défier en duel n'importe qui et être assuré de lui faire mal ou voire de le tuer. Ou alors on peut équiper son prophète gris du Scavenbrew pour donner une saturation supplémentaire au moine. Ouais. Ou même de l'équiper de la cape qui donne une hyperbourre à 13 pas, afin de remplacer l'effet de la cloche qu'on perd dans cette liste-là, car j'ai décidé d'enlever la cloche pour une raison de coût en points. C'est ça, tu peux nous parler rapidement du Scavenbrew, parce que c'est quand même un des sorts emblématiques, pardon, pas le sort, hein, l'artefact Scavenbrew, c'est un des sorts emblématiques de ce BT. Donc, le Scavenbrew, donc c'est un artefact qu'on peut faire équiper au sorcier Master Clan, donc le Vermillor de la cloche et Vermillor de la cloche et le prophète gris. Et donc ça permet de donner plus d'une attaque à 3 pas à une unité Scaven une fois par bataille. Par arme. Oui, par arme. Mais même si avant ça donnait plus de 2 attaques aux moines de la peste, C'est ça. Maintenant qu'ils ont été lissés, c'est plus un. C'est plus une attaque. C'est ça. Donc c'est plus une attaque sur des moines de la peste, des vermines de choc, voire des coureurs d'égout si vous êtes taquin. Ça permet de saturer de manière conséquente et donc de faire de gros dégâts, surtout si derrière vous avez mis la frénésie mortelle pour taper avec ce bonus d'attaque là. C'est ça, donc ça vous fait anciennement avec la Death Frenzy, c'était plus 4 attaques par moine de la peste, donc 2 à son tour et 2 quand il mourait. Maintenant c'est plus que +2, c'est un artefact qu'on va sûrement un petit peu moins voir et c'est un artefact qui est utilisé soit sur les unités qui ont très peu d'attaques, qui tapent très fort, donc il n'y en a pas énormément, en tout cas de base sur le BT Scaven, voilà, soit sur des unités qui ont plein de profils d'armes. C'est un artefact en fait qui pâtit de la comparaison avec le Vigordos Injector, ouais. Qui est l'artefact Scryer qu'on joue presque tout le temps, qui permet de donner +1 à la touche à une unité Scaven entièrement à 13, et elle a aussi +1 à la charge. Ouais. Donc voilà, ça permet de booster les Jedi, les moines, enfin tout. Ça booste tout Scaven, donc c'est quelque chose qu'on va prendre généralement. Et vu que les bataillons sont nuls, on joue qu'un seul artefact, et le Scavenbrew, on va pas le chercher. Donc on va maintenant partir sur une deuxième liste, donc plus orientée tir cette fois-ci. C'est ça, tir plutôt le clan Scryer. Ouais. Mais la nuance de cette liste-là, c'est que j'ai pris Tankol. Voilà. Parfait. Donc ouais. C'est une bonne liste. Voilà. Donc j'ai pris Tankol pourquoi? Parce que dans cette liste-là, dans ce pass de liste-là, on a de la horde avec les rats des clans. Donc on a 3 fois 20 rats des clans. On a du tir avec les 9 Jedi de la liste. Et en héros, pour chapeauter tout ça, on a l'ingénieur Scryer pour booster Jedi et Tankol pour pouvoir gérer la horde, pouvoir prendre tous les sorts que vous voulez du Battle Tome en fonction de ce que vous prenez en plus, pouvoir aussi, en fonction de comment vous l'équipez, donc soit de gérer l'horde, soit de gérer même le corps à corps avec ses grosses armes, ses gros lance-feu.
et surtout de jouer Tankol. Et donc voilà, la liste elle s'organise de la manière suivante. Vous prenez Tankol l'ingénieur, ça fait 400 points pour Tankol, 100 points pour l'ingénieur. Ouais. Vous prenez vos 3 fois 20 déclans, 120 points par déclan, et 9 Jezal qui vont coûter 140 par 3 Jezal. Donc ça fait 420 points, il me semble, c'est ça? Oui, exactement. Donc on arrive à 1280 points. Ça vous permet ensuite de soit partir sur quelque chose de complètement fou en termes de tir, par exemple en prenant 30 acolytes qui coûtent 320 points, et en finissant en prenant une Doom Wheel, un canon Malfoudre ou encore plus de Jezile, et même de rajouter un deuxième ingénieur pour avoir une liste complètement Scryer. Vous pouvez aussi jouer moins de Jezile et prendre des Stormfiend, c'est une possibilité. Après, Voilà. je reviens juste sur l'équipement de Tankol. L'équipement de Tankol, comme j'ai dit, c'est soit des lance-feux anti-horde, soit des points grosse rend, je casse les héros et je casse l'élite. Ça dépend de ce que vous voulez faire, en fait, évidemment. Hein. Moi, je pense que de manière générale, à partir du moment où on ne peut pas split, deux lance-feu, deux lance-flammes, ça me paraît raisonnable. C'est le mieux pour tuer une unité. Voilà, on est à peu près sûr. Stat, on fout autant de BM que de figurines dans l'unité. Donc, s'il n'y a pas de bravoure en face, s'il y a de la bravoure à tenir, pardon, ça sautera dans tous les cas la bravoure. Bon, il n'y a que les, comme d'hab, hein, les Hearthguard Berserker qui eux tankent trop, quoi. Hein. Donc, ils vont avoir 25% de blessures mortelles. C'est déjà pas mal. Donc 25% de blessures mortelles, donc si je dis pas de bêtises, non pardon, 50% de blessures mortelles, donc on va décimer 25% du pack, quoi. C'est ça. Donc à l'échelle du Hearthguard Berserker c'est monstrueux, à l'échelle de Tankol c'est pas énorme. Mais voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, en tout cas ça me paraît un peu overkill de partir sur 4 lance-flammes si vous voulez de l'anti-horde, en sachant qu'avec les Jezale vous avez déjà de l'anti-élite, héros, etc. Donc voilà, pour Tankol, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc. Voilà, malheureusement, bon, je pense qu'il y aurait eu un bombardier avant dans la liste. Voilà, j'ai mis un ingénieur pour être à 1280, pour que ça se complète et que s'il y a un coup, par exemple, des acolytes qui sont en 320. C'est ça, donc là il nous reste 720 points de marge, ce qui vous permet quand même de vous amuser avec, quoi. C'est ça. De remettre 12 ou 15 Jezale par exemple. Et surtout le fait de jouer, parce que généralement, ce Skaven, on a toujours un héros Master Clan, que ce soit la cloche, le Vermilion ou le prophète gris. Là, on joue au Tankol. Tankol, c'est un nommé, donc que ce soit le général, c'est pas intéressant. Ça permet d'aller chercher des traits de commandement qu'on va pas chercher forcément, parce que généralement, on met ce trait de commandement sur le prophète gris, il lance son sort à +1, c'est très bien. Là, Tankol, il lance déjà à +2, grâce à son effet, c'est son bâton du raccordu qui lui donne ça. +3 avec le décor, hein, comme d'hab. Donc on peut mettre en général un ingénieur ou un arch-warlock qu'on peut rajouter dans cette liste-là. Et donc ça veut dire qu'on peut chercher les traits de Scryer. Je pense notamment à 2 traits de commandement très intéressants. Overseer of Destruction, qui permet donc de booster 3 équipes d'armes Skaven et de faire relancer toutes les touches. Donc on peut jouer en fait une espèce de garde rapprochée de son héros avec 3 ratlings qui, une fois qu'on leur fait relancer les touches, les ratlings ça fait super mal, surtout quand on les surcharge. Donc ça, c'est un investissement assez conséquent en points, mais ça permet d'avoir vraiment une frange de son armée qui crée la surprise. Où on peut aussi jouer de manière plus classique Inventeur dérangé, qui lui fait relancer les touches sur une seule unité du clan Scryer. Ça permet quoi? Ça permet de multiplier les sources de relance de touches que vous avez dans l'armée. Et tout de suite, quand les Jezile, les acolytes et les Stormfiend relancent les touches, on multiplie la létalité de l'armée. C'est clair, du coup, vous avez juste grosso modo votre bless à passer. Voilà. Et ça fait, on va pas dire aussi mal, mais vous mettez ça sur l'unité qui a la bless la meilleure, comme ça on est à peu près tranquille de savoir que et les touches et les blessures passeront, donc ça devient très costaud. Voilà. Puis après en artefact, on ira chercher le Vigor Dust, ou alors, bon, c'est pas optimal, mais on peut jouer aussi, c'est un artefact qui s'appelle le Vial Dust Injector, je crois. J'ai pas le nom exact. Lequel? Vigor Dust Injector? Ah, c'est The Vial of Fulminator. Donc là, c'est pas le Vigor Dust, c'est un autre artefact Scryer qui permet de multiplier par 2 le mouvement d'une machine de guerre. Donc la Doom Wheel ou le canon Malfoudre. C'est juste rigolo. Voilà. Je l'ai jamais vu, mais si vous jouez une Doom Wheel, ça peut être très drôle. Bah, ça fait passer la portée du canon Malfoudre à 30 avec mouvement plus tir. Et la Doom Wheel à 4d6x2 c'est pas mal. Traverser la table. Alors, dernière liste. Donc là, j'ai pris une dernière liste à base Eshin. Donc, elle se compose de la manière suivante. On a le Vermilion Eshin, donc le Vermilion Decipher. Ensuite, en général, on a un prophète gris. Alors, le prophète gris en général, ça sera pour répondre aux conditions Battle Line de la liste, mais on va voir après, on peut changer ça. Et ensuite, dans la base de la liste, on a 3 x 20 coureurs d'égout.
donc qui sont nos battle lines. Alors, avec cette liste-là, on peut soit partir complètement échine, donc rajouter des petites unités de coureurs d'égout, rajouter des coureurs nocturnes pour faire le mouvement d'avant-garde de l'unité, avoir de l'amplitude sur la table, rajouter un Deathmaster Skaven, donc l'assassin. On peut faire ça. Ou alors on peut décider que son général, c'est pas le prophète gris. Et là, dans ce cas-là, on va jouer des rats des clans en battle line. Et on va jouer Eshin plus un autre clan. C'est des possibilités des listes d'armées. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, des 3 listes qu'on vous présente, c'est sûrement celle qui aujourd'hui, alors est le moins. C'est la moins forte parce qu'elle est la moins polyvalente. Le moins populaire, c'est certain, et peut-être a priori la moins forte. Donc voilà, mais c'est une liste, en tout cas, là sur cette base-là, vous êtes à 1060 points, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, 1060. Il vous reste 940 points de marge. Donc voilà, comme tu as dit, ça permet de rentrer à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, bah écoutez. Voilà. Vraiment, le clan Eshin, même si c'est pas le clan le plus fort, on peut quand même tirer son épingle du jeu avec des unités Eshin. On va un peu se comporter comme on peut se comporter avec des skinks par exemple, en courant partout, mais à la différence des skinks, on va courir sur un truc pour le tuer. Ouais. À l'inverse des skinks qui vont courir sur un truc pour partir mieux. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, écoute, je pense qu'on est pas mal. C'est ça, c'est un bon résumé, je trouve. Voilà, bon, on est pas mal, c'est le résumé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a pas mal, on a essayé de réfléchir à différents formats. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je commence le jeu, je sais pas par où commencer, j'ai envie de commencer, je sais pas comment faire. Bref, j'espère en tout cas si vous êtes, on va dire plutôt débutant, que vous posez des questions sur l'armée, ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous êtes plus compétitif, peut-être aussi, hein, si vous n'avez pas forcément le temps de voir, de faire des tournois, de voir à quoi ressemblait, on va dire le méta. Alors là, on parle d'un méta qui est quand même assez local, parce que je sais que les métas sont pas du tout pareils en fonction des endroits. Ce qu'on voit en Angleterre, c'est absolument pas ce qu'on peut voir ici. Même à Paris, c'est pas forcément pareil qu'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a pris un grand plaisir à faire ça. J'espère, en tout cas, n'hésitez pas, vraiment, j'attends vraiment vos retours en commentaire, plus que d'habitude, puisque c'est vraiment un format nouveau. Voilà, j'espère qu'on s'est pas trop mal débrouillé. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis ciao ciao.